Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Je suis excité comme une puce parce qu'on va parler de stratégie, on va parler de digital, donc les deux trucs qui me font vibrer dans la vie. Bon, il y a bien d'autres trucs qui me font vibrer, mais quand même, faut bien l'avouer. Mais en tout cas, ce sont des sujets qui m'intéressent. Et on va en parler avec Jean-Philippe Timsit. Salut Jean-Philippe. Bonjour Pierre. Alors, Jean-Philippe, il est professeur de stratégie digitale à l'EM Lyon. Moi, je l'ai découvert parce qu'il est apparu sur mon fil LinkedIn, pour tout vous dire, parce que Jean-Philippe, c'est un prof un peu, je pense un peu à part dans ce monde académique. Vous pouvez le retrouver sur Twitch, vous pouvez le retrouver sur Discord. Il fait ses lives donc sur Twitch et sur LinkedIn tous les mardis et jeudis, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, je commence à devenir un vrai fan. C'est-à-dire que je passe mes déjeuners, je passe mes déjeuners du mardi et du jeudi à regarder ces lives et ça parle effectivement, ça parle digital. Jean-Philippe, est-ce que en quelques mots, tu veux bien nous présenter un peu ton parcours ? Alors, je m'appelle Jean-Philippe Timsit. Déjà, merci beaucoup de me faire l'honneur de ton invitation, hein, Pierre. C'est merci moi. beaucoup. Donc, je suis professeur de stratégie digitale à EM Lyon. J'ai un cursus assez classique. Hein. J'ai une formation. Il n'y a pas de formation en stratégie dans les filières undergrad. Donc, en fait, j'ai tout simplement une formation en gestion générale. Ouais. Je me suis aussi formé au marketing. Puis ensuite, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DEA, diplôme d'études approfondies à EM Lyon, et dans le domaine de la stratégie. Et ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat dans ce domaine. À l'époque, je travaillais, donc c'était il y a une vingtaine d'années, je travaillais sur les data, comment les données étaient produites avec l'utilisation des puces RFID. Par exemple, qu'on commençait à utiliser à l'époque pour mesurer combien il y a de bouteilles d'eau sur une palette, par exemple. On peut le faire avec les puces RFID en un coup. Et t'avais eu du nez, hein, parce que la problématique des data aujourd'hui, c'est la problématique. Ouais, mais à l'époque, ça intéressait personne. Hein. Je travaillais sur les coopérations entre laboratoires de recherche publics du type CNRS et les entreprises. Et la question de la data, la question de la production de la donnée était une question qui était un peu absconse en fait, parce qu'il faut revenir à l'époque, et ensuite j'expliquerai un petit peu tout ça, mais on pouvait pas stocker énormément de données, les capacités de calcul, elles étaient encore limitées. Quand vous vous retrouvez dans un entrepôt et qu'il y a 10 000 puces RFID, vous produisez énormément de données, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce qu'on se noie pas là-dedans ? C'était plutôt les discours qu'on entendait. Puis à l'époque, on avait pas mal de problèmes. Je prenais l'exemple des bouteilles d'eau là, parce qu'en fait, dans les entrepôts, ça marchait pas avec l'eau. Ça marchait pas dans les hangars quand il y avait trop de poutrelles en béton ou des poutrelles en métal parce que le signal rebondissait. Ouais. Donc il y avait plein de difficultés qui sont un peu obsolètes maintenant. On a les bonnes technologies. Donc je travaillais sur la coopération entre laboratoires publics et privés et puis je travaillais sur ces choses-là. Je suis allé finir ma thèse à Berkeley avec David Tiss et je travaillais à l'époque sur un concept qui s'appelait les capacités dynamiques. On peut s'arrêter 2 secondes. Ça c'est quand même top la classe. Top la classe quand on est versé dans le digital, dans tout ce qui a fait nos 20 dernières années. Ouais.
atterrir à Berkeley. Ouais, j'étais content. Comment t'as réussi à choper ça? Je travaillais sur la théorie des ressources. En fait, j'analysais. En fait, l'idée c'était la suivante, c'était de dire, lorsqu'une entreprise produit de l'innovation, elle peut produire l'innovation selon le modèle classique de l'innovation qui sont construits sur le modèle SCP. Enfin, on en reparlera si vous voulez, les modèles dominants en fait. Mais il y a peut-être une autre façon. On peut se dire, une entreprise, peut-être qu'elle arrive à produire l'innovation parce qu'elle va combiner ses ressources d'une autre manière en comparaison de ses concurrents. Elle va avoir des ressources qui sont similaires, mais elle va les combiner d'une manière différente. Et pour faire ça, il faut utiliser des compétences organisationnelles. Et le concept qui était à la mode à l'époque, que tout le monde voulait utiliser, c'était les dynamic capabilities, les capacités dynamiques. Et donc j'ai envoyé un papier à David Tiss et je lui ai demandé est-ce que vous m'accepteriez pour un semestre. Et puis j'ai eu de la chance, hein, et il a dit oui. Et puis j'ai eu une bourse de la fac qui m'a payé le billet d'avion et le logement. Et donc j'y suis allé, je suis resté un semestre, un petit peu moins d'un semestre. Et c'était génial en termes d'expérience, d'une grande institution et tout, mais les dynamic capabilities, je suis pas arrivé plus que les autres à les opérationnaliser. Et bon, ce sont des concepts qui sont beaucoup moins à la mode, hein. Il y a beaucoup d'effets de mode, hein, dans la recherche. Oui. Et après, je suis retourné en France. J'ai travaillé un peu au Luxembourg. J'ai travaillé un petit peu partout. Ensuite, je suis allé à Rennes, à l'école de commerce de Rennes. Olivier Appel m'a fait confiance. J'y suis resté 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, je suis retourné à la maison, là où j'avais été étudiant. C'est chou, à la maison. J'ai commencé ma thèse. Et je suis rentré à EM Lyon, qui est une institution avec laquelle j'ai une relation affective très forte. Je me doute. Bon, j'en parle souvent dans mes lives, hein, parce que j'ai. Mais alors, on reviendra sur le fait que tu es, comment dire, tu t'es transformé quelque part en un e-professeur ou un e-conférencier. Oui, peut-être. Ouais. Mais aujourd'hui, si tu dois dresser un état de l'art. Alors non, je vais le refaire différemment. En fait, tu as commis un ouvrage qui s'appelle Stratégie digitale du silex au pixel. Et on se le disait juste avant de commencer l'enregistrement. J'ai dit, au début j'ai eu un peu de déceptif parce que effectivement c'est surtout là un point. Comment dire, un point histoire. C'est qu'est-ce qui s'est passé jusque-là en matière de stratégie, quelles ont été les évolutions justement sur les 20-30 dernières années et en quoi on a de nouvelles conceptions de la stratégie. Et je dis que c'était un petit peu déceptif jusqu'au moment où tu vois sur la couverture ce n'est que le livre 1. Donc c'est comme la guerre des étoiles, il y a plusieurs livres et en fait, je l'ai découvert après l'avoir fini. Mais justement, alors, est-ce que tu es quand même un pourfendeur d'un truc que tous les étudiants en école de commerce apprennent, qui est le SWOT ou les matrices de McKinsey quand on parle de stratégie. T'as dû faire une vidéo sur le SWOT qui s'appelle Such a Waste of Time. Exactement. Donc on comprend bien que il y a un truc là. Est-ce que alors c'est peut-être un petit peu difficile, mais si on devait résumer justement le chemin de l'histoire de la stratégie jusqu'à aujourd'hui, ça donnerait quoi? Non, on peut le faire en quelques phrases. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous on fait pas de la physique. Quand on est en physique ou en géologie, un rocher que vous avez trouvé il y a 2000 ans, ce rocher aujourd'hui, c'est le même. On va adapter nos méthodes d'analyse de ce rocher pour mieux comprendre ce qu'il est. Par exemple, pour savoir s'il a été traversé par des neutrinos. Je prends un exemple très simple. Ok. En stratégie, c'est très différent. C'est une science sociale. Globalement, ce qu'il y a au cœur de la stratégie, il y a le comportement des gens. Et à l'origine, la stratégie n'a pas été produite par des gens qui s'intéressaient au comportement des gens et aux entreprises. Les fondements de la stratégie ont été conçus par des économistes. Et le terrain de jeu des économistes, c'est le marché. Et donc, les premiers travaux qui ont structuré la stratégie traditionnelle sont les travaux qui datent des années 30 et des années 50 et qui ont été produits par des économistes qui faisaient pourquoi ils étaient compétents. C'est-à-dire qu'ils analysaient des marchés, des structures de marché, des compositions de marché, et l'entreprise était une sorte de, on utilise souvent l'expression la boîte noire, mais on n'analysait pas les comportements organisationnels, on analysait ce que faisait une entreprise sur le marché. Oui. Et l'un des principaux problèmes qu'on a en stratégie traditionnelle, c'est que les outils sont contextuels. C'est-à-dire que tous les outils qu'on utilise
sont des outils qui ont été produits il y a 20, 30 ans, 50 ans. Et ces outils ont été produits à un moment où on était face à un problème spécifique. Je prends l'exemple de SWOT. SWOT a été publié la première fois en 1969. Il s'appelait pas SWOT à l'époque. Il s'appelait le modèle LCAG. LCAG, ce sont les initiales de ses créateurs, Learn, Christensen, Andrews et Guts, dans un livre qui est globalement la méthode d'étude de cas et qui explique que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment les entreprises peuvent produire plus par rapport à leur environnement et par rapport à leurs concurrents. Donc, ils ont créé force, faiblesse, opportunité, menace. On est en 69, on est dans les 30 glorieuses, c'est le plein emploi, les Américains consomment énormément, ils vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'il n'y a pas de problème pour emprunter, les foyers consomment beaucoup. Et la problématique, c'est pas de trouver des clients, quoi. Comment ? La problématique, c'est pas de trouver des clients. Bien sûr, le problème n'est pas de trouver des clients puisque les foyers changent leur réfrigérateur tous les 4 ou 5 ans, il y a des biens de consommation qui arrivent, les radios, des radios plus puissantes, télé noir et blanc, télé couleur, au début une télé par quartier et ensuite plusieurs télés, on regarde la télévision en famille. Donc le problème, c'est un problème de renouvellement de l'équipement. Comment est-ce que je peux encourager le plus possible à renouveler l'équipement ? Donc SWOT est construit dans un contexte. Sauf qu'en 73, on a une crise pétrolière. Et le résultat, c'est qu'il y a une augmentation des dépenses d'énergie dans les foyers qui est très très importante. Cette dépense d'énergie, elle explose en 77-78 et le résultat, c'est que les entreprises, elles sont confrontées à un problème. Le problème, c'est plus maintenant de produire le plus possible, c'est d'écouler ce qu'elles ont produit. Pourquoi ? Parce que pendant 20, 30 ans, 40 ans, elles ont construit des chaînes de production qui étaient construites pour produire massivement. Et ces chaînes de production, elles sont encore là au moment où la crise pétrolière arrive. Donc, qu'est-ce que j'en fais en fait ? Je dois trouver des clients. Et cette logique de trouver des clients, elle commence à émerger au début des années 80 sur le plan académique avec la création en janvier 1980 du Strategic Management Journal, puisque le besoin en stratégie commence à se faire criant. Donc, il y a un début de recherche en stratégie. Et en 78-79, arrive Michael Porter qui, confronté au problème qu'on n'a pas d'outils et que les entreprises doivent changer de comportement parce qu'avant, elles produisaient en masse et maintenant, elles doivent trouver des clients. La question qui se pose, c'est comment je trouve le bon marché. Et c'est là que Porter crée le concept de attractiveness. Comment je trouve le marché le plus attractif. Et on n'a pas d'outils à l'époque, puisque SWOT, même Porter critique très fortement SWOT, on est il y a 40 ans. Et donc, il crée un outil qui s'appelle les 5 forces de Porter, qui permet de déterminer l'industry attractiveness. Ça permet de différencier deux marchés. On dit marché en français, on dit industry en anglais. Deux marchés en fonction de leur niveau d'attractivité. Et ce niveau d'attractivité se construit sur un concept qu'on doit à Joe Bain, 1951, qui est la concentration. Et donc, en fait, tous les raisonnements qu'on retrouve en stratégie traditionnelle reposent sur des problèmes, sur des enjeux qui étaient contextuels, en fait. C'était les enjeux qu'on retrouvait au moment où ces outils ont été produits. Et en fait, il y a eu de la saturation. Déjà, des outils, il y en a plus de 80. Il y a eu une forme de saturation et on a commencé à enseigner ces outils de manière massive et on continue à le faire. Et aujourd'hui, quand on enseigne les 5 forces de Porter, alors que l'enjeu, c'est le comportement de l'audience et d'identifier à quel endroit se trouve l'audience, en fait, l'enseignement qu'on produit, il est décalé par rapport aux besoins réels. Et c'est pour ça que je commence mon livre en disant, est-ce que vous avez jamais été un peu déçu en sortant d'un cours de stratégie en vous disant, putain, c'est super intéressant tout ce que j'ai entendu là, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on fait ? Moi, je vous réponds, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous connaissez beaucoup de dirigeants qui font SWOT, non pas pour une présentation, mais SWOT pour prendre vraiment une décision. Vous connaissez beaucoup de dirigeants qui vont faire les 5 forces de Porter pour ensuite engager 2 millions d'investissements. Ils vont faire les 5 forces de Porter pour une présentation, mais ensuite l'investissement, ils vont l'engager sur autre chose. Ils vont prendre leurs décisions autrement. Ils vont aller voir s'il y a des clients. La vraie logique, elle est là. Et alors, c'est super intéressant parce que justement, dans ta vision de l'évolution de la stratégie, quand tu parles de stratégie digitale, c'est pas tellement une révolution technologique, mais c'est une révolution de concept plus. En fait, c'est purement conceptuel. Il y a quasiment pas d'éléments technologiques. L'essence de la stratégie digitale, c'est non pas de partir de l'offre de l'entreprise, comme le fait Michael Porter, par exemple, mais c'est de partir de la compréhension de la demande. En fait, en stratégie traditionnelle, on est dans ce qu'on appelle la stratégie par l'offre. Tout est construit sur l'offre. J'ai une offre. En fonction de mon offre, je vais identifier quels sont mes concurrents, donc le périmètre du marché. Je vais comprendre ce qu'ils font par rapport à ce que je fais et je vais essayer de faire mieux qu'eux. Ok ? Ça, c'est la stratégie par l'offre. En fait, en stratégie digitale, on fait pas ça.
conceptuellement, en stratégie digitale, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à comprendre la structuration de la demande. On va commencer par comprendre la demande et en fonction de la demande, on va adapter l'offre. Ça veut dire que moi je suis un vieux schnock, donc dans les forces de Porter, c'est il y a une explosion de la boîte pouvoir de négociation des consommateurs. Mais oui, parce qu'en fait, alors, sans être trop technique, pour pas perdre personne, mais le raisonnement de Michael Porter repose sur deux choses. Il repose d'abord sur la notion de groupe stratégique. Il dit, globalement, les entreprises sont en concurrence. Il y a des groupes de concurrents qui s'adressent, qui produisent les mêmes choses. Ils produisent des choses qui sont très, très similaires. Mmh. Et le danger, c'est qu'il y ait une nouvelle technologie qui arrive, qui se substitue, ou alors qu'il y ait un nouveau produit qui ne servent pas, qui ne produisent pas la même satisfaction et qui arrive et qui s'y substitue. C'est la menace de nouveaux entrants et des produits de substitution. Et globalement, à la fin du raisonnement, arrivent les clients. Il parle pas de consommateurs, il parle de clients. Donc, dans un premier temps, on va raisonner en B2B. Donc, on va faire des groupes d'entreprises qui sont des groupes clients. Ouais. Et puis ensuite, on pourrait raisonner en B2C, mais on raisonne pas en B2C en fonction du comportement des gens. On raisonne en fonction de la taille des gens. Est-ce qu'ils sont nombreux ou est-ce qu'ils sont pas nombreux? Et le raisonnement de Porter, c'est dire, moi, si j'ai une offre qui est meilleure que mes concurrents, la même mais meilleure, par exemple, je domine par les coûts ou je suis différencié, je vais chercher un marché sur lequel il y a plus de clients. Et nous, ce qu'on dit en stratégie digitale, on dit pas ça. On dit pas, c'est important qu'il y ait plus de clients. On dit que le bon concurrent, c'est celui qui satisfait le mieux son audience. Donc, on n'est pas en concurrence avec les entreprises parce qu'on vend la même chose qu'elles. On est en concurrence avec les entreprises parce qu'on s'adresse aux mêmes clients. Et c'est pour ça que... Voire aux mêmes besoins. Aux mêmes besoins, bien sûr, aux besoins qui est la plupart du temps non exprimé parce que la plupart du temps, il est latent. Et c'est ce qui amène, vous l'entendez, tu l'entends, tu le lis dans la presse, en stratégie traditionnelle, pendant des années, on l'a entendu, les profs de stratégie traditionnelle et ceux qui font la stratégie traditionnelle, ils disaient Uber n'a pas de business model. C'est pour ça que ça marche pas. Ouais. En fait, le problème, c'est pas que Uber a pas de business model. Uber a lancé une stratégie qui s'appelle le blitzscaling et ils ont raté leur coup. C'est pas qu'ils ont pas de business model, c'est qu'ils sont ratés et donc ils ont fait le pivot. Donc quand on analyse c'est quoi le blitzscaling? Le blitzscaling, en fait, c'est la logique suivante. Je vais conquérir la plus grande part d'audience possible. En fait, quand je lance une offre, comme c'est l'audience qui compte, le comportement des gens. Si c'est le comportement des gens qui compte, je peux lancer une offre, une entreprise à côté peut lancer une offre qui sera différente, mais qui s'adressera au même client. Ouais. À partir du moment où moi j'ai compris, il est possible que d'autres entreprises comprennent aussi. Mmh. Donc, la clé du succès va être de conquérir la plus grosse audience possible pour essayer d'une certaine manière, de manière simple, de verrouiller le marché. D'accord. Donc, le blitz, scaling, blitz, je vais très très vite, et scaling, j'accélère le plus possible de manière à conquérir la plus grosse part de marché possible. Mmh. Si je fais ça, les autres entreprises, mes concurrents, me voient agir. Mais si je vais suffisamment vite, ils vont subir mon action. Ils n'ont pas le temps de réagir. Sauf que si je me rate, tout le monde aura vu ce que j'aurais fait et ils pourront faire mieux que moi parce qu'ils bénéficieront de mes erreurs. Donc Uber, selon toi, ils sont pas allés assez vite alors? Uber, ils se sont ratés, ouais. Et puis ils ont eu aussi d'autres problèmes. Bon, il y a eu les problèmes légaux. Ouais. Et puis il y a eu le problème que le marché chinois s'est fermé tout de suite. Oui. Le marché indien s'est fermé tout de suite. Des concurrents sur ces deux marchés ont été favorisés par les nations sur lesquelles ils étaient. Donc il y a plein d'autres problèmes. Mais la question de dire Uber s'est planté parce qu'ils n'avaient pas de business model, c'est une analyse ancienne de la stratégie. C'est analysé en fonction de la concentration, etc. En fait, dans la réalité, ils ont raté leur coup, mais ils avaient bel et bien un business model. Sauf et c'est pour ça qu'ils ont viré, qu'ils ont pivoté. Et Uber Eats aujourd'hui est plus rentable que l'activité VTC chez Uber. Oui, encore, ça a fait ma Saint-Valentin à Uber Eats, donc tu vois, c'est parfait. Parce qu'on enregistre le lendemain de la Saint-Valentin, tout à fait. Et puis il y a un autre truc intéressant, et pour moi, ça a été, c'est pas une épiphanie, mais un truc intéressant. Tu parles de Fender, oui. Tu sais, les guitares, pourquoi? Parce que d'un seul coup, finalement, ce qui était les fournisseurs deviennent des distributeurs parce que justement la techno permet à chacun d'ouvrir son e-commerce, etc., de bypasser donc des réseaux de distribution. Donc ça c'est déjà super intéressant. Mais donc ça veut dire que des revendeurs
se trouvent en concurrence finalement avec leurs fournisseurs. C'est exactement ça. Donc là aussi, ça change énormément de choses. Là, on est sur quelque chose de très puissant. Alors, il y a deux éléments dans ce que tu dis. Bon, d'abord, Fender, c'est un fabricant de guitares. C'est environ. C'est le fabricant de guitares électriques. En fonction des chiffres, c'est 60% des guitares commercialisées en Europe. Et donc, Fender, c'est la guitare que vous voyez être jouée par la plupart des guitaristes qui jouent du rock ou de la country ou de la pop, ce genre de choses. Bon, donc Fender était une entreprise qui ne commercialisait pas ses guitares elle-même. A été distribuée. Et en Europe, le leader, c'est une entreprise allemande qui s'appelle Thomann. Et il se trouve que le marché de la guitare a baissé drastiquement ces 10 dernières années. On était à 1 200 000 guitares vendues par an il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est entre 750 000 et 800 000. Donc, il y a une part très, très importante du marché le marché s'est vraiment contracté, 30%. Et là, Fender s'est dit, mais c'est bien gentil cette histoire, mais les 30% que nous prennent les distributeurs sur les guitares, quand on en vend 1 200 000, c'est pas grave. Par contre, quand on a perdu 30% du marché, ces 30% de revenus qu'ils nous prennent, ça commence à faire beaucoup. Et donc, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui nous contraint à être distribués? Eh ben, techniquement, aujourd'hui, on peut commercialiser nous-mêmes. Et effectivement, en une nuit, ça a été une sorte de cataclysme. Ensuite, tout s'est calmé très vite. Fender, qui est une entreprise en B2B, du jour au lendemain, il y a eu un bouton Add to Cart, ajouter au panier, qui est apparu sur le site web de Fender et il était possible d'acheter directement. C'est-à-dire que avant cette nuit-là, lorsqu'on allait sur Fender et qu'on voyait un modèle qui nous plaisait, quand on cliquait dessus, on était dirigé vers un distributeur. Et du jour au lendemain, lorsqu'on cliquait dessus, on pouvait l'acheter directement. Et ça a été une révolution dans le secteur. Donc Fender s'est fâché avec certains distributeurs et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que les distributeurs se sont adaptés et Thomann a commencé à vendre des guitares Fender moins chères que Fender. Parce que Fender s'est dit, on vend nous-mêmes, donc on prend de la marge. Oui. Et puis, il y a un savoir-faire. Vendre en ligne, c'est un savoir-faire. Le digital, c'est un savoir-faire. Et Fender s'est lancé un petit peu... Il y a eu une forme d'amateurisme quand même. Et face à une machine de guerre comme Thomann qui change ses prix plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que vous allez voir une guitare le lundi matin, vous revenez le lundi après-midi, le prix est plus tout à fait le même. Vous revenez le lendemain, ça c'est les méthodes Amazon, le prix il change tout au long de la journée. Ouais. Donc, il y a des robots qui changent le prix tout le temps, en fonction de certains concurrents qui sont monitorés. Et ce savoir-faire, Thomann l'a. Et le résultat, c'est que tout est rentré dans l'ordre. Vous pouvez encore acheter sur Fender, mais pas tous les modèles. Et Thomann est toujours leader. Il y a, comme souvent, il y a un équilibre qui s'est trouvé. Ça, c'est la première partie de la question que tu as posée. La deuxième partie, effectivement, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que les fabricants, ils sont en train de se dire, on l'a beaucoup en B2B, ça, par exemple. En commercialisation de produits industriels, par exemple, dans le câblage ou dans les processeurs, ce genre de choses. La question, c'est la suivante. Je vends à un distributeur qui vend à un distributeur et ensuite, c'est commercialisé en direct. Donc, moi, je cède une part de la valeur que je crée à mes distributeurs. Mais je peux vendre en ligne. Est-ce que je peux pas faire sauter un maillon ou 2 maillons ou alors 5 maillons? Il y a des secteurs où il y a 10 ou 12 maillons. Et ce qui n'était pas possible il y a 8 ou 10 ans, aujourd'hui est possible. Et ça touche tous les secteurs. Ça touche le BTP avec la fabrication du béton. Ça touche tout le câblage électrique avec des entreprises comme Rexel. Ça touche... Voilà, tous les secteurs aujourd'hui sont touchés parce que le fait de faire sauter un maillon et de récupérer sa marge, c'est du domaine du possible aujourd'hui. Alors qu'avant, ce que les distributeurs vendaient, c'était la connaissance du client. Parce qu'on était en stratégie traditionnelle. Moi, mon métier, c'est de produire une offre. Je le vends à une entreprise qui, elle, connaît le client. Je m'occupe pas trop du client. Les 30% que je laisse, c'est la rémunération de l'expertise de mon distributeur. Mais si je la construis moi-même, cette expertise, si je fais les personas, si j'analyse le comportement, si je comprends bien l'audience, pourquoi je continuerai à laisser ces 30%? Et maintenant, cette connaissance, elle est disponible. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont formés et qui peuvent le faire dans une entreprise. Donc, pourquoi je laisserai ces 30% alors que je peux faire la chose moi-même? Et donc, des entreprises sont en train de changer de stratégie. Et elles basculent dans ce modèle-là. Ce qui explique d'ailleurs la notion de stratégie digitale, c'est que
Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui fait que les anciens modèles ne se concentraient pas sur le client, c'est c'était pas forcément facile de le connaître, le client. Non, c'était difficile de le connaître. Aujourd'hui, on le sait, et c'est un secret pour personne, on est traqué dans tous les sens. C'est-à-dire, je sais pas combien on est traqué, mais il n'y a pas que ça. Alors bon, on est traqué. Alors c'est la guerre aujourd'hui entre les. Bon, c'est la guerre entre Google et Facebook parce que ces deux entreprises-là sont des plateformes publicitaires B2B, donc elles ont les mêmes clients. Hein. En fait, elles commercialisent un service qui est très proche, l'une avec le search et l'autre avec un réseau social. Ouais. Mais dans les deux cas, donc Facebook et Google, les utilisateurs sont des consommateurs, mais les clients sont des entreprises. Mmh. Donc, bon, il y a une concurrence qui est très forte. Ensuite, Apple, dans sa dernière version de son iOS, demande par défaut, les trackers sont bloqués et en fait, on vous demande, donc c'est 14.3, on vous demande de valider si vous voulez que des données sur votre comportement soient enregistrées ou pas. Ce qui est extrêmement ennuyeux pour Facebook. Donc là encore, c'est compliqué. Mais globalement, les entreprises, elles sont en train de s'organiser sur le pétrole, en fait, qui est l'acquisition des données personnelles. Et ces données personnelles, on les utilise pour produire les personas. Les personas, c'est quoi? C'est des profils psychologiques de consommateurs, leur comportement. Et sur la base de ces comportements, on façonne une offre. On la fait évoluer, on la fait bouger. Et donc, ce qu'on fait, c'est on monitore en permanence les comportements des consommateurs. C'était le cœur du business de Facebook. Facebook était hyper brillant à faire ça. Et Facebook avait construit son business model sur la construction des personas et l'évolution des personas pour commercialiser les publicités ciblées. Oui. Google a répondu par une autre offre technologique. C'est-à-dire que Facebook, l'idée, c'était vous êtes sur Facebook, tout ce que vous faites est enregistré et on construit des personas en fonction de vos comportements. Google n'a pas tout à fait ça. Google a proposé Chrome, puis ensuite Gmail, puis ensuite Chrome. Ce qui fait que quand vous êtes inscrit sur Gmail, vous avez un profil. Quand vous utilisez Chrome, on peut flécher votre profil par rapport à vos comportements en ligne. Et donc, Google ne va pas chercher les données partout. Il va chercher les données de ses utilisateurs propres, de son binôme Chrome et Gmail. Donc, la collecte des données personnelles se fait d'une manière différente entre Google et Facebook, et en se faisant d'une manière différente, on façonne des personas qui sont un peu différents. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des GAFAM, le pari de Google qui a été conduit je dirais aux alentours de 2005-2006, ce pari s'avère payant aujourd'hui. Ben oui, parce que si on regarde, alors ça c'était ton avant-dernier live par rapport à aujourd'hui, justement, c'est que effectivement il y a eu un petit décrochage de tous les GAFAM là il y a un mois, quelque chose comme ça. Ouais, il y a une quinzaine de jours, il y a eu un effondrement au moment de la publication des comptes le 4 février, 4, 5, 6 février, ouais, tout à fait. Voilà, sauf qu'il y en a un qui s'en est pas remis et qui a continué à baisser. Ouais, voilà, Facebook est au pâquerette là, alors que les autres ont repris un chemin. Ouais, ça a été un épiphénomène pour Amazon. Amazon a annoncé 200 millions de profits sur Amazon Web Services. Ouais, ça a été un épiphénomène sur les autres. En fait, il y a plusieurs hypothèses, donc c'est des mécanismes complexes, mais l'une des hypothèses, c'est que au moment de l'annonce de Meta, de la création de Meta, donc de la transformation du groupe Facebook en Meta, il y a eu ça a été déceptif pour les investisseurs parce que globalement, ce que le groupe Meta annonce comme révolution, ça repose sur des technologies dont on ne dispose pas encore. On disposera de ces technologies d'ici 5, 7, 10 ans, bien entendu. Sauf que qu'est-ce qui va se passer pendant les 5 ans qui viennent? Pendant les 5 ans qui viennent, Google va continuer à engranger des revenus. Gmail a été créé en 2004. Chrome a été créé en 2008. Vous imaginez les données personnelles qui ont été collectées depuis, on est en 2022. C'est une telle masse d'informations et Google a eu tendance à s'aligner un petit peu en dessous des prix de Facebook. Donc Google a pris la main sur Facebook. Le rebond qui était attendu par les investisseurs et les spécialistes en technologie, nous tous, qui aimons le digital, le rebond qui était attendu, c'était un sursaut une nouvelle expérience pour les consommateurs en termes d'usage qui reposait sur les technologies nouvelles. Et ce qui nous est annoncé, c'est, attends, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais pas tout de suite, d'ici 5 ans ou 10 ans. Ouais, puis pour moi, ça pose une autre problématique, c'est que ça change rien au business model.
C'est-à-dire que le business model de Facebook reste, enfin de Meta même, parce que dans Meta, il y a aussi il y a Instagram, il y a WhatsApp, etc. Oculus qui vient de changer de nom. Ouais, c'est vrai. Mais tout ça repose sur un modèle justement publicitaire. Enfin, le business model, c'est ça. C'est je vends des personas à des publicitaires. C'est ça, exactement. Alors, Facebook a aussi vendu des données à Apple. Mais oui, c'est ça. En fait, globalement, le truc, c'est que toutes les modifications qui sont annoncées sur Facebook reposent sur les mêmes dynamiques que celles qui existaient en 2004 au moment de la création de Facebook. Et ce que les investisseurs attendaient, c'était pas un renouveau, mais une amélioration. Mais tous, en fait, on se dit, une entreprise qui a 2,4 milliards d'utilisateurs, il y a un moment ou un autre, la rentabilité de Facebook est pas du tout au niveau du nombre d'utilisateurs. Donc, et Facebook cherche un nouveau souffle, cherche à générer plus de valeur. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'est ils ont mis plus de publicité sur Facebook. Utiliser une application qui est un logiciel qui est très simple, qui est sur le web, qui s'appelle la Wayback Machine. La Wayback Machine, globalement, c'est une fondation à but non lucratif qui enregistre le web, les grands sites web, qui les enregistre tout le temps. Allez voir le Facebook d'il y a 10 ans et comparez-le avec votre Facebook d'aujourd'hui. Il y a de la pub partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'évolution de Facebook a été juste de mettre plus de publicité avec le même business model. Quand on compare Facebook à ce qui est comparable, on va le comparer à Google, à Amazon et à Microsoft. Bon, je compare à Google. Google, création de Gmail 2004. Création de Chrome 2008. Précaré de production de données. Donc, une forme de protection vis-à-vis des institutions. Parce que quand Facebook s'est pris le RGPD en pleine face, c'est parce que Facebook braconne, Facebook collecte des données de manière assez sauvage. Google, ils disent pas ça. Ils disent, nous, c'est vrai. Google Analytics, c'est vrai que c'est pas hyper conforme. Mais on peut le faire évoluer. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont téléchargé Chrome. Ils ont téléchargé Gmail. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a une forme de précaré que Google s'est créé en protégeant ses données, en sentant que le marché allait changer, ce que Facebook a pas fait. Quand on prend Amazon, la source de rentabilité principale d'Amazon, 60% du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est Amazon Web Services. Amazon n'est plus une entreprise de retail depuis 5 ans. C'est-à-dire quand l'autre jour tu as dit ça, je trouvais ça hallucinant. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Amazon Web Services, c'est tous les services cloud, donc tous les services d'hébergement, d'Amazon. Voilà. Et effectivement, Netflix tourne sur Amazon Web Services et ça ne plante jamais. Et alors c'est vrai cette histoire que en fait Bezos s'est dit que il avait plein de serveurs qui servaient à rien parce que le Black Friday c'était son pic et il tenait le Black Friday. C'est pas le Black Friday, c'est pas pour. Alors oui, c'est une rumeur, c'est vrai. Alors la réalité c'est que Amazon a un très grand nombre de fermes de serveurs, a un très grand nombre d'endroits différents et ils sont redondants. C'est-à-dire qu'Amazon Web Services ne plante jamais. C'est pour ça que Netflix a eu recours à Amazon Web Services, parce qu'en ayant recours à Amazon Web Services, il y a une garantie de qualité. Non, en fait, la réalité, ce qui s'est passé, c'est que quand Amazon à l'origine, ils vendent des livres. Pourquoi ils vendent des livres ? Ils vendent des livres parce que c'est facile à emballer, ça s'abîme pas quand ça voyage, et il y a un nombre de références absolument monstrueux qui continue à augmenter tout le temps. Donc c'est le produit le plus facile à vendre en fait. D'accord. À l'époque, et c'était le raisonnement de Bezos. Ok. À l'époque, c'était le produit le plus facile à vendre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu commencer à construire des entrepôts. Et quand vous alliez, le truc le plus déceptif que vous puissiez trouver en e-commerce, et ça, Bezos, il l'a compris de manière hyper brillante. Et le truc le plus déceptif, c'est vous prenez un produit et vous recevez un mail 2 ou 3 heures, vous le prenez, vous le payez, et 2 ou 3 heures plus tard, vous recevez un message en vous disant ce produit-là, il y en a plus. Vous le recevrez dans 3 semaines, en attendant le réassort. C'est le truc le plus déceptif, c'est le truc qui fait que vous ne réachèterez jamais dans cette entreprise. Et lui, ce qu'il a dit, c'est la chose suivante. On va afficher sur le site web le nombre de produits restants, et ce nombre-là, c'est le bon. Donc, quand vous allez sur Amazon et que vous cherchez une télévision, que sur la télévision, il y a marqué il reste 3 exemplaires, il reste 3 exemplaires. Sauf que quand vous avez un entrepôt, c'est facile. Quand vous en avez 50 dans 15 régions différentes, vous faites comment pour agglomérer tous les états de stock en temps réel? Pour ça, il faut un ERP qui est hyper puissant. Et donc Bezos, à l'époque, ce qu'il fait, c'est ils vont voir les principales entreprises, donc ils vont voir IBM, et ils leur demandent de concevoir un ERP. Et ce que IBM propose à l'époque, c'était un ERP qui se rafraîchit toutes les 24 heures. C'était le cas de YouTube à l'époque. Les vues étaient rafraîchies toutes les 24 heures. Et Bezos dit, rafraîchis tous les 24 heures, ça m'intéresse pas, parce qu'en fait, ça change pas mon problème.
j'ai le même problème. Bien sûr. Ouais. Et donc, ils ont décidé de concevoir l'ERP maison. Ils ont recruté l'équipe. Donc, l'ERP d'Amazon, c'est un ERP maison. Et comme c'est un ERP maison, ils ont commencé à monter des fermes de serveurs pour faire tourner la boutique maison, tous leurs serveurs privatifs chez eux. Et donc, pour que ça coûte pas cher, ils ont monté énormément. Et ils se sont retrouvés avec des espaces de serveurs qui n'étaient pas utilisés. Ouais. Et donc, ce qu'ils ont commencé à dire, c'est ces espaces de serveurs qu'on n'utilise pas, on pourrait peut-être les louer. On les loue à une entreprise pour son site web, on les loue. Et puis, ce service-là, il est super rentable parce que les coûts, ils sont déjà couverts. Parce que les coûts de ces serveurs sont couverts par le retail. Et c'est pour ça que Amazon n'a jamais gagné énormément d'argent sur le retail, parce que le retail sert à couvrir les coûts pour les autres activités. Et le résultat, c'est qu'Amazon Web Services s'est retrouvé hyper rentable, hyper vite, parce que les coûts étaient déjà couverts, les coûts des serveurs étaient déjà couverts. Et donc Amazon Web Services a commencé à monter en puissance très vite. Et il y a eu la bascule il y a 4 ou 5 ans où Amazon Web Services a dépassé 50% des profits du groupe Amazon. Et aujourd'hui, Amazon est une entreprise de cloud. Et 60% du profit total, c'est Amazon Web Services. Puis toi et moi, on est un peu des geeks, on aime ça, on le sait qu'on aime ça. Et force est de constater que les services d'Amazon Web Services, c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Alors c'est très puissant, c'est très simple d'utilisation. Et c'est surtout pas cher. Alors, il y a une quinzaine d'années, donc c'est une autre vie, j'avais développé un modèle d'intelligence artificielle qui était la simulation multi-agent, où en fait, on simulait des millions de consommateurs qui allaient acheter des produits à des centaines d'entreprises sur des centaines de marchés différents. D'accord. Et grâce à Olivier Aptel, à l'époque, j'étais à l'ESRN, j'avais eu un budget pour acheter un ordinateur et j'avais pris le truc le plus puissant de l'époque. Et en fait, on n'y arrivait pas. Ça tournait pas. On pouvait faire que quelques entreprises, quelques centaines de consommateurs. Le modèle marchait pas. Et en fait, on est allé sur Amazon Web Services et pour 4,50 €, je faisais tourner mon modèle pendant 1 heure. Et il se trouve que le modèle était résolu en quelques minutes. Et donc, pour 4,50 €, je faisais tourner mon logiciel. J'avais mes données qui étaient produites, qui étaient exportées dans Excel. C'était il y a 15 ans, ça. Qui était exporté dans Excel, et après on faisait les statistiques avec SPSS, et ça me coûtait 4,50 €. Ça me coûtait juste l'heure d'utilisation, et je me rappelle, le serveur que j'utilisais était en Virginie occidentale. J'avais juste besoin d'une bonne connexion, on en avait une à l'époque, et c'est tout. Et donc c'est hyper efficace, c'est hyper puissant, c'est extrêmement souple. Si vous cherchez plus de puissance, vous rajoutez plus de serveurs, on n'a rien à faire en fait, c'est juste des cases à cocher. Il gère la technique tout seul, et en plus c'est pas cher. Donc Amazon Web Services, c'est une tuerie. Ouais, tout à fait. Et donc on le voit, Google a un modèle, Amazon a un modèle qu'on ne soupçonne pas si on s'y intéresse pas. Et tu parlais de Microsoft aussi ? Ouais, Microsoft c'est différent, c'est diversifié. C'est vous êtes peut-être au courant de l'achat là pour 17 milliards de Blizzard. Aujourd'hui, Microsoft est le 3e opérateur mondial de jeux vidéo. Alors ça on le sait pas. Mais le premier, c'est Tencent. Le deuxième, c'est Sony. Et le troisième, c'est Microsoft. Et Microsoft est sur une rente qui s'appelle le Game Pass, qui est un abonnement mensuel sur lequel on peut jouer à une centaine de jeux gratuitement. Enfin, on s'abonne et ensuite, on peut jouer à tous les jeux auxquels on veut jouer. Et ils viennent de racheter Blizzard qui est une des majors dans le jeu vidéo, qui est l'éditeur de World of Warcraft, par exemple. Ouais. Donc, Microsoft a fait un move stratégique considérable en termes de diversification vers le jeu vidéo. Mais il y a aussi autre chose, on connaît assez peu, mais Microsoft, c'est Azure aussi, le cloud, qui est une activité qui est en très très forte croissance. Quand vous utilisez les services Microsoft en ligne, vous êtes sur le cloud de Microsoft. Et donc ces entreprises-là, elles ont toutes bougé. Elles sont toutes allées chercher des revenus ailleurs. Elles ont toutes adapté leur business model. Elles ont toutes changé de manière massive. Pourquoi ? Pour une raison hyper simple. Parce que les consommateurs ont changé. Les consommateurs ont changé. Ils consomment les produits et les services d'une manière différente. Donc, vous devez adapter vos offres, construire de nouvelles offres, ou alors changer votre offre, l'adapter au comportement du consommateur. Ce que Facebook a pas fait. Facebook a continué avec le même business model en l'adaptant légèrement. Oui, ils ont intégré de l'IA, par exemple. Une des premières applications de l'IA grand public, c'est la traduction automatique sur Facebook. Quand vous allez sur Facebook, il y a une vidéo. La traduction automatique, c'est de l'IA. Faut dire qu'ils ont recruté l'un des experts mondiaux, qui est Yann Lequin, qui est un mec extraordinaire. Ouais, il est extraordinaire. Il a des fulgurances. Enfin, je vous conseille de le suivre. Tu le connais non, je le connais pas personnellement. Je l'ai juste lu beaucoup. Ça fait partie des mecs que j'adorerais avoir sur le podcast. Il est extraordinaire.
Il est extraordinaire. Et donc il y a eu des ajouts, En fait, pour Facebook, on parle de stratification. Le business model, il y a des choses qui ont été rajoutées, qui ont été stratifiées. Mais le business model que vous avez aujourd'hui, c'est le même qu'en 2004. Et ce business model repose sur de la captation de données assez sauvage. Mais on peut pas dire que Zuckerberg soit le dernier des pimpins. Non, c'est plutôt un génie. Hein. Il doit le voir, ça, non? Alors Zuckerberg, il est brillantissime, mais pour moi, le problème, il est comportemental. Zuckerberg, il a commencé, à l'origine, c'était un hacker. Il a commencé par capter de la donnée sans avoir le droit de le faire. Mmh. Et il a toujours été dans cette logique-là. Et j'ai des copains chez Facebook, je vais me fâcher avec eux. Quand le RGPD et les travaux sur le RGPD ont commencé, Zuckerberg a annoncé publiquement que c'était génial. Et lorsqu'il y a eu le Facebook Leak, le premier, on a vu qu'en fait, il y avait des travaux de lobbying qui étaient très, très importants de la part de Facebook pour bloquer la publication du RGPD. Il faut jamais croire Zuckerberg. Il faut jamais croire ce qu'il dit, en fait. Et c'est dommage. C'est une très belle boîte. C'est une très belle entreprise avec un service extraordinaire. On a tous utilisé Facebook. Facebook a tué MySpace. Facebook a créé une sorte d'espace de liberté, en fait. C'était au début, ça. Et les données, on comprenait pas comment elles étaient captées. Et c'était pas grave. Facebook, c'était extraordinaire au début. On pouvait communiquer, on pouvait rester en contact avec notre famille où qu'on aille. C'était génial. On se connectait dans un bar web n'importe où, au fin fond des Philippines. On pouvait discuter avec nos proches. Enfin, c'était extraordinaire. Mais ils ont toujours été dans cette logique de contrainte, en fait. Là, Zuckerberg a menacé de rendre Facebook payant, ce qui, dans les faits, rendre Facebook payant ou modifier le business model de cette manière-là peut conduire à ce que Facebook quitte l'Europe. Ils le feront jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que Zuckerberg est dans une logique de contrainte et de menace, parfois ouverte, parfois de manière un peu sympathique, mais il ne voit pas d'autres échappatoires pour l'instant que le business model qu'ils ont aujourd'hui et Meta, leur métaverse, parce qu'il y en a plusieurs des métaverses, hein. Il y en a déjà, hein. Depuis 2004, il y a déjà des métaverses, hein. C'est pas une nouveauté, le métaverse, hein. Et le rebond se fera à travers Meta. Sauf que ce que tout le monde dit aujourd'hui et ce que les investisseurs disent, c'est le métaverse, c'est pas un business model. Donc si c'est pour se retrouver dans le métaverse de Facebook et avoir de la pub partout comme on a sur Facebook, parce qu'ils ne savent faire que ça, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont montré, eh bien pourquoi avoir recours au métaverse Facebook? Ce qui aurait été beaucoup plus intelligent, c'est d'annoncer une coopération entre Google, Microsoft, parce que Google et Microsoft travaillent aussi sur des métaverses et au niveau technologique, c'est plus logique que ce soit Google ou Microsoft plutôt que Facebook. Mais globalement, s'il y avait eu un partenariat entre plusieurs entreprises, on aurait pu se dire, il y a un travail collectif de construction d'un nouvel espace web, d'une nouvelle source d'expérience. Mais là, c'est pas le cas. C'est une entreprise qui veut privatiser une forme de web. C'est une sorte d'intranet, hein, le métaverse. Enfin, il faut pas se fermer les yeux. Je pense aussi qu'il y a un peu d'assainissement aussi autour de ce marché de la data. Je sais pas quel. C'est alors il y a eu le RGPD, etc. Mais déjà il y a une conscience aujourd'hui qui est de plus en plus répandue sur le fait que effectivement faut faire attention à ces data. Enfin, tu vois, il y a une e-conscience qui. C'est vrai. Mais il y a des alternatives aujourd'hui. Hein. Il y a un navigateur qui s'appelle Brave, B-R-A-V-E, celui que j'utilise aujourd'hui, qui est un navigateur qui bloque la circulation de données personnelles si vous voulez les bloquer. Vous choisissez les marques, vous choisissez les sites web, si vous voulez que les données circulent ou ne circulent pas. Ok. Donc bref, cool, c'est ça. Et puis il y a un projet qui a été construit par Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web. Hein. C'est lui qui a produit le premier site web en fin décembre 90, qui a mis en ligne le premier site web. C'est aussi lui qui a mis en ligne la première photo sur le web, le 25 décembre 1992. Et Tim Berners-Lee, il a développé un projet qui s'appelle Solid, qui fonctionnerait sous la forme d'un wallet, d'un e-wallet, donc un portefeuille électronique. Et le principe est le suivant, c'est vous avez des données personnelles qui sont dans le portefeuille et vous autorisez les entreprises à les utiliser ou pas contre rémunération. On peut parler de cette première photo ? La première photo, ouais. C'est les horribles cernettes, c'est ça ? Exactement, ouais, tout à fait. Alors ces 4 nanas, je sais pas, ça devait être une soirée au CERN. C'était la soirée de Noël, ils étaient complètement bourrés, ils se sont dit, peut-être qu'on peut le faire. Donc ils étaient au CERN sur la photo, les 4 jeunes filles, c'est en fait au CERN il y avait un groupe de musique et elles c'était les 4 choristes en fait, c'est elles qui chantaient. Donc il y a une chercheuse, une secrétaire et je crois 2 PhD students. Et Tim Berners-Lee il en parle très bien, il en parlera beaucoup mieux que moi, hein. C'est assez poétique cette histoire. Et donc ils se sont dit on peut peut-être le faire. Donc on va essayer de le faire. Donc ils ont fait une photo.
ils l'ont scanné, je suppose. Hein. Enfin, je sais pas exactement quel procédé ils ont utilisé. Et ils l'ont mise en ligne. Ça a mis plusieurs minutes à se charger. Et la qualité est très médiocre. Hein. Mais c'est une date très importante parce que l'Internet avant ce jour-là, le web en fait, depuis 90, c'est un web descendant, purement textuel. Ce jour-là, on est rentré dans le multimédia. C'est qu'on est rentré dans la possibilité d'avoir de l'image, donc plus tard de la vidéo, parce que la vidéo c'est de l'image, plusieurs fois. Ouais. Donc du son, cette date-là, à mes yeux, elle est très importante. Elle a un côté un peu poétique en plus, parce que c'est de la technologie. On met une photo en ligne, c'est de la technologie, mais c'est la fête de Noël. On est en train de travailler sur un truc là, on comprend pas bien comment ça marche, mais c'est l'hypertexte protocole en fait. Donc on s'envoie des liens et si au lieu de s'envoyer juste du texte, on s'envoyait un souvenir du moment qu'on est en train de vivre, et ce souvenir il est encore parmi nous aujourd'hui. Je trouve ça très joli. Alors on le voit, tout ça évolue. C'est pour revenir au sujet premier sur la stratégie, c'est ce qui explique aussi peut-être la difficulté d'adaptation des modèles portériens, etc. C'est le rythme avec lequel notre monde évolue, parce que le modèle de porteur, ça reste un modèle assez statique finalement dans le temps. C'est exactement ça. Versus, je sais pas, tous les 15 du mois là, il y a une nouvelle techno qui sort ou une nouvelle approche qui sort, etc., etc. On lit encore dans les bouquins de stratégie traditionnels que la stratégie, ça s'écrit pour les 3 à 5 prochaines années. On le lit encore. En stratégie digitale, la stratégie digitale a plusieurs caractéristiques. Et les différentes. boîtes font des stratégies à 3 à 5 ans. Hein. Bah ouais, mais stratégie digitale, elle est plus agressive parce qu'en fait, elle se joue à l'entreprise qui comprend le mieux son audience. Puisque si je la comprends mieux, je peux bouger plus vite. Et donc, je ne suis pas en train de subir. Donc, globalement, la question est la suivante. Hein, c'est qui prend les blancs, en fait. Qui joue en premier, en fait. Et l'enjeu, il est là. Le second point, c'est qu'elle est beaucoup plus dynamique. Elle repose pas sur les outils, mais elle repose sur des raisonnements dynamiques. Les outils ont tendance à produire de l'inertie. Parce qu'en fait, vous êtes dans cette logique où vous avez une situation, vous cherchez l'outil qui sera le plus adéquat à la situation, et dans la réalité, c'est pas ce que vous faites. Vous cherchez pas un outil en fonction de ses hypothèses. Vous prenez l'outil que vous avez le plus d'habitude d'utiliser. Donc, la plupart du temps, les gens, ils prennent quoi ? Ils prennent SWOT, c'est l'outil le plus utilisé. Ou les 5 forces, pour ceux qui ont une formation plus avancée. Vous prenez l'outil, mais la plupart du temps, on vous a pas formé à étudier, à analyser de manière hyper fine les résultats de l'utilisation de cet outil. Ce que vous faites, c'est vous prenez SWOT et puis vous remplissez les cases. Et vous prenez les 5 forces, et vous remplissez les cases. Alors qu'en fait, remplir les cases n'a aucun intérêt dans les 5 forces. Ce qui compte, c'est les concentrations dans les groupes stratégiques. Si on lit Porter, si on lit le raisonnement, j'encourage tout le monde à lire l'introduction de son bouquin de 80. Et parce qu'une fois qu'on l'a lu, on a compris que c'est pas ça qu'il faut faire. Non, mais c'est vraiment très important. Mais c'est un texte très important en fait. Il faut lire Porter. C'est que moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il écrit, mais pour savoir pourquoi je suis pas d'accord, il faut le lire en fait. Bien sûr. C'est vraiment très important. Et donc moi c'est une de mes grosses activités à la lecture. Hein, donc il faut lire Porter. Et donc le résultat c'est qu'on se retrouve sur un truc très simple. C'est statique. C'est moins agressif que la stratégie digitale. Donc, le résultat, c'est que si vous vous retrouvez sur un marché confronté à une entreprise qui a une stratégie qui est hyper dynamique, qui comprend mieux les clients que vous, votre durée de vie, elle va pas être très importante, en fait. Ça veut dire qu'il faut avoir une rolling strategy? Ouais, tout à fait. En fait, les personas, quand vous les faites, vous les faites pas une fois. Ça, c'est un des problèmes aussi que beaucoup d'entreprises ont. Ils veulent se lancer dans le digital. Et donc, ils font les personas ou ils demandent à une agence de leur faire les personas. Puis ça y est, ils ont leurs personas. Sauf que, voilà ce qui se passe. Vous êtes dans une rue. Le pain, la tradition, elle est à 1,20 €. Ok, il y a 3 boulangeries. Et s'il y a une boulangerie qui décide de mettre la tradition à 1 € ou à 90 centimes, est-ce que ça peut affecter la production de pain dans la rue? On peut pas dire que ça l'affectera pas. On sait pas à quelle hauteur ça va l'affecter, mais ça va l'affecter. Donc, une modification, même mineure, sur le marché, a des conséquences sur les offres et sur les comportements des consommateurs. Si vous n'êtes pas prêt à saisir les conséquences de cela, vous allez avoir un problème. Il y aura bien un concurrent qui va saisir cette opportunité. Donc, le truc est très simple. Dès que vous êtes sur un marché hyper concurrentiel, l'avantage est aux blancs. Et les blancs, chez nous, en stratégie digitale, c'est la compréhension de l'audience. Si vous mettez plus de temps pour la comprendre, vous risquez d'avoir des difficultés. Et attention, quand on parle de comportement du client,
le raisonnement, il est valable en B2B et en B2C. Là, j'ai donné un exemple en B2C, mais avant, j'ai parlé du béton, ce genre de choses. C'est qu'on fait les personas en B2B et les personas en B2C parce qu'on a besoin de comprendre comment se comporte l'acheteur. Parce que le principe est très simple. En fait, en stratégie digitale, on construit des stimuli qu'on envoie à l'audience en espérant que l'audience va réagir comme on le souhaite. Ça marche très mal. C'est-à-dire qu'on est hyper loin de la manipulation. C'est que si on a 2 ou 3% de gens qui ont été touchés par le stimulus, qui font ce qu'on a envie qu'ils fassent, c'est la fête. Vachement bien. Ouais, non, c'est la fête. Donc on n'est pas du tout dans la manipulation. On est dans la compréhension de ce qui satisferait l'audience. Et comme on cherche à comprendre ce qui la satisfait, une fois qu'on pense avoir compris, on adapte notre offre pour la satisfaire. Et on se plante très souvent. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que l'audience change tout le temps. Parce que votre concurrent, il baisse son prix, ça change l'audience. Un film sort au cinéma, elle modifie notre perception, notre environnement, ça change l'audience. Une fusion entre deux concurrents, ça change l'audience. Il y a plein d'événements chaotiques au sens propre du terme, c'est-à-dire qui s'entrechoquent, qui vont changer l'audience. Donc, si on tient pas compte de ça, on se plante tout le temps. Si on tient compte de ça, on se plante beaucoup moins souvent. Et le peu de fois où on se plante pas, c'est des fois où on va marger énormément. Et le résultat, c'est qu'on pourra prendre un avantage sur nos concurrents, apprendre de notre audience et se planter moins. Et au fur et à mesure, on construit cette expertise. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a ce qu'on appelle le first mover advantage est une réalité? Ouais, ça c'est Alors, first mover advantage, alors il y a plein d'études. On parle de semi-myth, ok, de mi-mythe en fait. Ouais. Dans la réalité, il y a plein d'études qui montrent que c'est plutôt la deuxième entreprise ou la troisième qui arrive sur le marché qui emporte le pactole, parce qu'en fait, elle bénéficie des erreurs du premier. Ok. Ça, c'est en strat traditionnel. Si on raisonne par rapport si le prémisse du raisonnement, c'est le comportement de l'audience, c'est plus tout à fait pareil. Parce que on peut pas dire que le premier qui a fait son mouvement en comprenant l'audience, le premier qui comprend l'audience, il a un avantage. Parce que il va falloir combien de temps à ses concurrents pour comprendre l'audience? Le premier qui comprend l'audience, il génère de l'inertie pour ses concurrents. Ouais. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle, alors c'est un peu technique, je vais être très bref là-dessus, ce qu'on appelle l'ambiguïté causale. Quand on regarde un concurrent faire quelque chose, c'est compliqué de comprendre ce qu'il a fait exactement. On voit un concurrent sortir un produit, on voit le produit. On peut faire du rétro-engineering et voir ce qu'il compose. Mais on ne peut pas comprendre le raisonnement qui a conduit à agencer les éléments du produit de cette manière-là. Et si ce raisonnement, il repose sur la compréhension de l'audience, si votre niveau à vous de compréhension de l'audience est plus faible que l'entreprise, vous comprendrez jamais exactement ce qu'ils ont fait. Et là, il est là l'avantage concurrentiel. Ok, pour moi c'est hyper clair tout ça. Désolé, je recours à des éléments techniques. Enfin, j'espère que ton audience, est familiarisée à ça. Autrement, il y a que des gens intelligents qui nous écoutent. Que des gens intelligents qui nous écoutent. Que des gens intelligents qui écoutent ce podcast. Qui écoutent la colle, c'est clair. Au-delà, alors tu fais aussi la part belle. Alors parfois dans tes interventions sur les logiques de stratégie de contenu. Il y a un super épisode sur la stratégie de contenu. Faut que je le retrouve. Je vais rechercher ça dans les épisodes précédents de la colle. Pourquoi tu penses que c'est la voie qu'il faut prendre? La clé de tout en ligne, c'est le lien émotionnel qu'on crée avec les gens. C'est la clé de tout. D'accord. Alors, il y a des chercheurs qui parlent d'affect. On parle aussi, c'est une sous-division de ce qu'on appelle le brand awareness, la connaissance de la marque. Globalement, le lien d'affinité que quelqu'un va créer avec une marque. Et donc, la notoriété de la marque et le lien qu'on va créer avec cette marque. La clé de tout, c'est le lien émotionnel. C'est là-dessus que Facebook a construit sa réussite. La réussite de Facebook reposait sur la construction de liens émotionnels entre Facebook, les contenus diffusés sur Facebook et les gens qui consultent ces contenus. Je prends un exemple. Si vous faites la formation Blueprint, qui est la formation de construction de publicité sur Facebook, vous allez voir qu'en fait, Facebook vous recommande d'utiliser des images et très peu de texte. Pourquoi en fait? Parce que le texte, c'est la partie analytique de notre cerveau. Facebook s'adresse pas à la partie analytique de notre cerveau. S'il y a trop de texte, même, il refuse ta pub. Exactement, tout à fait. Donc, vous mettez une photo. Sur la photo est divisée en cases.
Et s'il y a plus, je crois que c'est 8 ou 9 cases, quelque chose comme ça, il y a plus de 8 ou 9 cases de texte sur l'intégralité de la photo, la publicité est refusée. Alors, elle peut être dégradée aussi. Si elle considère qu'il y a trop de publicité, la pub sera plus chère. Il faisait ça avant, je sais pas s'il continue à le faire. J'ai fait Blueprint il y a longtemps, je l'ai pas refait récemment. Mais globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est la chose suivante. Ce qui prime pour Facebook, c'est l'émotion que les gens vont ressentir quand ils vont voir une publicité. Donc, peu de texte, parce que c'est le raisonnement analytique, et beaucoup d'images, parce que c'est un raisonnement beaucoup plus émotionnel. C'est un lien émotionnel. C'est ce qu'on fait dans le digital. On crée des liens émotionnel. Et pour créer un lien émotionnel, il faut un contenu. C'est le fait qu'un individu qui fait partie d'un persona reçoive un contenu qui lui est adressé, il va réagir émotionnellement. Je vais expliquer peut-être ce que c'est qu'une émotion ensuite. Il va réagir émotionnellement et cette émotion, on espère qu'elle va aller dans le sens de ce que la marque veut faire. Je vais prendre un exemple très très simple. Sur le fil d'actualité de Facebook, en moyenne, vous avez une publicité tous les 5 à 7 publications. C'est quoi le raisonnement ? Vous avez qui comme amis sur Facebook ? Vous avez vos parents, vous avez vos frères, vos sœurs, vos amis proches, vous avez du monde que vous connaissez avec lesquels vous avez des liens. Donc quand vous voyez une photo de votre père qui est parti boire un coup avec votre mère et vous habitez plus avec eux, vous les avez pas vus depuis un an, avec le confinement par exemple, vous avez pas vu, vous voyez la photo, ça génère une émotion chez vous. Et Facebook va mettre une publicité avant et une publicité après en espérant que l'émotion positive que vous avez ressentie lorsque vous avez vu la publication, vous allez l'associer à la publication qui était avant ou après, qui était les publications sponsorisées. Ça marchera pas une fois. Ils veulent surfer sur l'émotion alors. Exactement. Mais peut-être que ça marchera au bout de 8, 10, 12, 15 fois. Donc Facebook associe à des publications riches en émotions des contenus sponsorisés. C'est ça créer un lien émotionnel. Et ce lien émotionnel, il repose sur la nature du contenu. Voilà pourquoi on crée des personas et on définit des contenus en fonction du comportement des gens, en espérant que ces contenus vont générer une émotion chez les gens. Facebook le pousse au maximum, mais c'est rien d'autre que quand vous allez dans un magasin Nike, dans le monde physique, vous êtes dans un magasin Nike et vous voyez des Nike, ok, mais vous voyez aussi des sacs à main, vous voyez des casquettes, vous voyez des sacs à dos, vous voyez des assiettes, vous voyez des verres, vous voyez tous les objets du quotidien. Si vous avez créé un lien émotionnel avec un modèle chez Nike, Nike, le pari de Nike, c'est de dire, si le lien émotionnel, on est arrivé à le créer, peut-être que ce lien va être associé à d'autres produits que les chaussures. Épisode 50 de la colle, amener à soi de nouveaux clients, le content marketing avec Alexis Chevalier. Franchement, ça donne une bonne vue de ce qu'est le contenu. Le contenu, c'est absolument fondamental. Absolument fondamental. Et justement, Monsieur Timsit, vous êtes un créateur de contenu quelque part. Vous êtes devenu un créateur de contenu. Comment ça s'est fait comme ça dans ta tête ? Comment tu t'es dit moi, prof à l'EM Lyon, je vais aller sur Twitch. Alors, je vais faire des lives sur LinkedIn. Depuis très longtemps, j'ai cette passion depuis très longtemps, à l'origine de l'informatique, etc. Et il y a 2 ans, donc quelques mois avant le confinement, on commençait déjà à parler de faire les cours en distanciel s'il y avait un gros problème. On commençait déjà à en parler. Enfin, toi, t'es dans une école comme nous tous, on a géré ça comme on a pu en fait. Et en janvier, j'avais des étudiants qui devaient partir en Chine et on voyait que ça se passait très très mal. En Chine, on pourrait pas y aller, que c'est très compliqué de plus en plus. Et j'ai cherché une plateforme pour pouvoir créer un lien avec mes étudiants en distanciel au cas où ça arrive. D'accord. Et j'ai trouvé Discord. Et à l'époque, Discord n'était pas du tout à la mode. Personne n'utilisait Discord. Personne savait ce que c'était. Et moi, c'était un truc de gamer à la base. Comment ? C'était un truc de gamer à la base. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que moi, je suis insomniaque. Et quand j'étais adolescent, je jouais la nuit, en fait. Donc, moi, j'ai toujours été dans des guildes quand j'étais adolescent. Je dors très peu. Je dors 3 ou 4 heures par nuit. D'accord. Donc, j'étais dans des guildes. Donc, le monde du gaming, c'est plus un monde auquel j'appartiens. Mais c'est un monde dont je connais les codes, et je suis familier, et je suis familier avec les besoins du gaming, qui est un besoin qui est très simple, c'est je veux pouvoir jouer tout en discutant avec ma communauté. Putain, c'est exactement ce dont j'ai besoin, moi, pour enseigner à distance. C'est exactement ça. Parce que si je pars du principe que mon groupe d'étudiants, c'est une communauté, et c'est le cas dans les faits, je veux être en relation avec ma communauté, où qu'il soit. J'ai les mêmes types de problèmes. C'est pas la même mécanique, mais j'ai les mêmes types de problèmes. Peut-être que je peux prendre Discord et que je le plie pour en faire ce que je veux faire. Donc j'ai commencé à regarder.
Et j'ai acheté une webcam, j'ai acheté 2 écrans, un ordinateur un peu plus puissant, et puis j'ai commencé à apprendre comment ça marche. Et au début, c'était dégueulasse. Et j'ai lancé mes streams sur Twitch, j'avais personne, que dalle. Et puis au début, tu parlais tout seul devant ta caméra. Tout ça, c'est ça. Au début, 2-3 personnes. En plus, Twitch référence très mal. Le moteur de référencement est vraiment très médiocre. Et puis j'ai commencé à faire mes cours. Et puis le confinement nous est tombé dessus. Donc j'ai commencé à faire mes cours en distanciel avec Twitch. Il y avait personne. Et je préfère Twitch à Zoom, moi, parce que c'est beaucoup plus interactif avec les étudiants. Il y avait personne et moi je référençais pas. Ce qui fait qu'en fait j'étais en ligne, mais c'était comme une connexion privée. Et je faisais cours à mes étudiants. Et ensuite le confinement arrive de manière un peu violente, et je me dis, je reçois des messages sur LinkedIn de personnes qui veulent apprendre le digital, et je vais faire une émission tous les soirs. Et pendant, 8 semaines, un truc comme ça, j'ai fait une émission tous les soirs, du lundi au vendredi, pendant 8 semaines, je crois, ou 7 semaines, quelque chose comme ça. Et donc tous les soirs, 18h, 19h, on faisait 1 heure de digital. Et tous les soirs, dans la journée, je préparais l'émission du soir, et je traitais les questions qui m'avaient été posées la veille. Et donc au début, une webcam pourrie. Heureusement qu'il y avait Amazon, j'ai pu commander une caméra un peu meilleure. J'ai commandé le micro que j'utilise là, qui est meilleur. Au fur et à mesure, je me suis équipé. L'ordinateur, c'était un peu compliqué, ça saccadait. J'étais en ADSL à l'époque, donc je me connectais en 4G parce que la connexion est meilleure en 4G. Ouais. Et puis j'ai amélioré un peu mon équipement. Et puis j'ai commencé à faire ça. Et puis c'était catastrophique au début. N'allez pas sur YouTube écouter les premières émissions, c'est une catastrophe. J'étais en travaux à l'époque, donc c'était dans ma salle de bain. Il y avait du placo partout, ça résonnait. Enfin, je mettais des couvertures sur le placo pour pas que ça résonne trop. Enfin, c'était catastrophique. Mes enfants, des fois, ils passaient dire bonjour. J'ai des enfants qui sont petits. Et puis, je suis monté en puissance comme ça. Et puis, j'ai appris à maîtriser l'audience, à maîtriser le stress, pour parler aux gens, à maîtriser aussi la toxicité, parce que c'est une réalité, quand on est en ligne. Il y a des gens qui sont agressifs, bien sûr. Alors, quand vous enseignez la finance, il y a personne qui va venir vous agresser parce que vous expliquez pas bien la volatilité. Oui. Par contre, quand on enseigne le digital, quand on parle de digital, il y a 67 millions d'experts, en fait. Ben oui. À partir du moment où quelqu'un a utilisé Facebook une fois dans sa vie, il pense qu'il est un super expert et il vous explique comment ça marche. Et ça, c'est compliqué à gérer. Alors moi, je gérais des trolls quand j'étais dans mes guildes, quand j'étais adolescent. Et donc, j'ai dû refaire, en fait. Donc, j'ai géré des trolls pendant longtemps, donc j'ai dû refaire. Et donc, j'ai appris, je me suis formé, en fait. Et il faut garder en tête un truc très, très important. S'il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est la chose suivante. Il faut accepter d'être nul. Ouais. C'est hyper fondamental. Il faut accepter d'être un tocard. Moi, j'ai commencé, j'étais nul. C'était une catastrophe. Le son était pas bon, je savais pas comment le régler. Ma sortie était compliquée, j'étais nul. Et en fait, à partir du moment où on part du principe que nul, c'est un momentum. Si on travaille, si on fait des efforts, si on réfléchit sur sa nullité, si on la gamberge comme il faut, il y a un moment où on sera un peu moins nul. Et on va progresser. Il faut accepter d'être nul au début quand on fait quelque chose. Et au fur et à mesure, il faut avoir l'énergie, le travail, la concentration. Il faut lire, il faut apprendre pour s'améliorer. En fait, aujourd'hui, mes streams sont propres, mais ils sont pas propres parce que j'ai un matériel qui coûte une fortune, parce que c'est pas du tout le cas. Ils sont propres parce que j'ai appris à paramétrer mon dispositif, j'ai appris à parler à une certaine distance du micro, et des fois avec l'enthousiasme, je me rapproche trop. J'ai appris à faire ces choses-là. Ouais, ça sature un peu. J'étais nul au début. et donc c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête. Il faut garder en tête que être nul, c'est normal quand on commence à faire quelque chose. Et si on a un peu de chance, on le sera un peu moins plus tard. Mais j'ai une marge de progression encore énorme pour animer les lives. Quand je fais des tables rondes, par exemple, j'ai toujours peur qu'il y ait un problème technique, donc je le fais pas super bien. Enfin voilà, c'est au-delà de la compétence technique. Est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que ça t'a apporté justement tous ces lives, ces échanges? Alors moi, quand j'étais gosse, je démontais des ordinateurs. Donc je me suis toujours dit la chose suivante, c'est en informatique, ou si on sait pas faire, apprendre, c'est possible. C'est possible d'arriver à comprendre, parce que des experts, il y en a plein. C'est possible de le faire. Donc, c'est possible de plus être nul. C'est-à-dire que le mur qui est devant vous quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous n'arrivez pas à faire les personas, vous n'arrivez pas à construire votre stratégie, vous comprenez pas bien comment ça marche, ce mur-là, il est normal. Tout le monde l'a rencontré. Tout le monde. Et c'est possible d'aller outre. C'est possible de le dépasser. Et au début, techniquement, j'y arrivais pas parce que les logiciels de streaming, moi j'utilise un logiciel professionnel qui s'appelle OBS, qui est un logiciel qui est compliqué.
il y a une UX complètement pourrie, interface utilisateur, pardon, complètement pourrie. C'est un truc, le paramétrage, il est hyper complexe et il n'est pas expliqué dans le logiciel. Donc, je suis allé me former sur YouTube. J'ai appris plein de trucs et au début, ça marchait pas comme je voulais parce que j'avais mal réglé mon cache, j'avais mal réglé mon débit. Et au fur et à mesure, je me crache et puis je recommence et puis j'essaie de comprendre. Mais j'ai toujours été animé par un élément, c'est ça marche pas, mais ça va marcher. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Hein. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va marcher. Stratégie digitale, c'est difficile de parler stratégie digitale parce que il y a peu de gens dans le monde académique qui en font, très peu. Il y a énormément de gens dans le monde pratique qui en font. Et le résultat, c'est que dans le monde pratique, ils ont besoin de concepts qu'ils n'ont pas. Ouais. Et ces concepts-là, par la recherche, je les partage. Et dans le monde académique, c'est globalement, on est aujourd'hui sur une révolution. Et ça veut dire qu'on bascule d'un modèle à l'autre. Sauf que c'est très difficile quand vous faites la même chose depuis 20 ans. Vous faites la traditionnelle depuis 20 ans, 30 ans. Globalement, comment elle avance la carrière d'un académique ? Elle avance par la publication d'articles académiques. Donc, si vous changez de domaine en stratégie digitale, il n'y a pas de journaux. Donc, le problème est vite réglé. Vous vous mettez en stratégie digitale, vous avez fusillé votre carrière si vous êtes publiant. Ouais. Donc, moi, je faisais l'intelligence artificielle il y a 15 ans et j'ai passé 2 tours dans SMJ. On m'a demandé une modification. Strategic Management Journal. On m'a demandé une modification qui tuait le modèle. On a envoyé un papier d'intelligence artificielle à Management Science. Le commentaire de l'éditeur, c'est « Je n'y crois pas ». Donc, on a très vite compris, c'était il y a 15 ans, hein, on a très vite compris qu'on ne pourrait pas publier en stratégie digitale en utilisant ces modèles-là dans les journaux qui permettent à un académique de faire carrière. Donc, une fois qu'on a compris ça, on se dit « Là, j'y arrive pas, mais je vais y arriver. Si je peux pas le faire comme ça, je vais le faire autrement. » Voilà pourquoi j'écris des livres. Ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des bons profs de stratégie. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, vous pouvez pas. Votre carrière repose sur la publication d'articles académiques, mais il n'y a pas de journaux. Et s'il y a des journaux qui se créent, parce qu'il y a ICC qui produit un petit peu, s'il y a des journaux qui se créent, il va se passer un truc très très simple, c'est que ils vont mettre beaucoup de temps avant d'être bien classés. Et comme le classement des journaux repose, c'est sur le classement des journaux dans lesquels on publie que notre carrière repose. Globalement, faire la stratégie digitale, c'est se suicider. Donc voilà. Donc il faut avoir le courage. Faut vraiment aimer ça. Donc faut vraiment aimer ça. T'as publié je suis allé voir ta chaîne YouTube et je me suis dit je vais aller regarder les vidéos qui sont les plus vues. Ouais. Et ta vidéo la plus vue, ça doit être comment exploser sur Twitter. Et t'en as fait. Ouais. T'as plusieurs milliers de vues et t'as fait toute une série comme ça de vidéos sur comment exploser sur les réseaux sociaux. Alors ma question, Jean-Philippe, c'est comment on fait pour exploser sur les réseaux sociaux et peut-être on va faire un focus peut-être plus particulièrement sur LinkedIn. C'est quoi toi tes tips and tricks sur LinkedIn? Alors il y a 2 choses très importantes. La première, c'est que il faut pas réfléchir en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que quand vous êtes utilisateur d'un réseau social, vous allez sur le réseau pourquoi ? C'est quoi la raison ? C'est le divertissement. Vous allez vous divertir ou collecter de l'information, ou alors vous avez utilisé Twitter comme agrégateur de contenu pour les journaux, mais vous l'utilisez pas pour faire du business. Donc comme vous l'utilisez pas pour faire du business, vous l'utilisez beaucoup, mais vous n'avez pas besoin de comprendre l'algorithme. Par contre, si vous utilisez un réseau social pour faire du business, vous êtes obligé de comprendre l'algorithme ou de travailler l'algorithme pour une raison qui est très simple. Qu'est-ce qui va discriminer le fait qu'un contenu soit très diffusé d'un contenu qui ne sera pas diffusé ? Des fois, c'est au hasard. Hein, vous avez publié le bon truc qui correspond à l'algorithme, mais si vous voulez maximiser vos chances, vous devez comprendre l'algorithme. Et donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai pas eu le temps de le faire cette année, mais j'ai commencé à faire ça. Ça fait 2 ans que je fais ça, où j'explique les algorithmes des principales plateformes. Et j'explique que, par exemple, Pinterest n'est pas un réseau social. Pinterest, ça doit être perçu comme une vitrine. Globalement, ce que j'explique, c'est que si vous voulez utiliser un réseau social, votre point de vue, ça doit être que ce réseau, c'est un progiciel. C'est pour travailler. Donc, LinkedIn, le succès sur LinkedIn repose sur la compréhension que LinkedIn, c'est un progiciel. Comme Outlook, comme Word, comme Excel. On utilise LinkedIn pour bosser. On n'est pas là pour se marrer. On n'est pas là pour se divertir, même s'il y a un côté divertissant. Rien ne vous empêche, à côté de l'activité business, d'avoir une logique divertissante. Mais
vous devez comprendre comment ça marche. Et pour comprendre comment ça marche, c'est très compliqué parce que, en fait, c'est comme un puzzle. LinkedIn, de temps en temps, sur son blog, donne des éléments d'update sur les modifications de l'algorithme. De temps en temps, vous avez des papiers qui sont publiés par des chercheurs qui ont étudié 20 000, 30 000, 200 000, 15 millions de posts sur LinkedIn et qui peuvent vous dire, voilà, on commence à avoir une dynamique, on commence à comprendre comment ça se passe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, on est des OS. On est des ouvriers spécialisés. C'est qu'on produit des contenus qui génèrent de la valeur pour la plateforme, mais nous-mêmes, en tant qu'individus, on n'a aucune valeur pour la plateforme. C'est-à-dire que ce qui compte pour la plateforme, c'est la quantité totale de contenu produit. Je vais prendre un exemple. C'est très mélanchoniste comme approche. Mais parce qu'en fait, quand on va sur YouTube, on parle tout le temps des créateurs sur YouTube. C'est eux qui produisent du contenu et tout. C'est pas vrai. YouTube, le business model de YouTube repose sur deux choses. Les trailers, donc le cinéma, et le rap. Les clips de rap. Le business de YouTube, c'est les trailers de cinéma et les clips de rap, c'est entre 60 et 70% des vues sur YouTube. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube parle des créateurs pour s'humaniser, mais dans la réalité, c'est pas du tout les créateurs qui comptent pour YouTube. Pas du tout. Dans la réalité, ce qui compte pour YouTube, c'est que des clips comme sur Vevo soient diffusés en ligne et que les films, avant de sortir, sortent sur YouTube. C'est ça qui compte pour YouTube. Donc, en fait, on est des OS. On est dépendant de ce que la plateforme veut faire. On est dépendant du business model de la plateforme. Donc, dans un premier temps, pour réussir sur un réseau, il faut comprendre. Et attention, il y a des gens qui font pas ça et qui réussissent intuitivement. Et il y en a. Mais c'est une très petite minorité. Et ils ont pas commencé en disant je vais réussir. C'est une très petite minorité. Donc le truc, c'est vous devez identifier le réseau social qui correspond à votre activité et le choisir et vous comporter comme quelqu'un qui veut faire du business. Donc comprendre le business model. Alors 2-3 secrets de l'algorithme de LinkedIn. Alors l'algorithme de LinkedIn repose sur plusieurs choses. La première chose, c'est ce que LinkedIn appelle la vélocité, qu'on appelle en fait aussi la diffusion. C'est la chose suivante. Quand vous publiez sur LinkedIn, au moment où vous publiez, votre contenu, il est proposé. LinkedIn n'est pas capable de déterminer si un contenu est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Il sait pas faire. Comme Google, Google sait pas faire. Google utilise les backlinks pour déterminer si un site c'est un bon site ou pas. LinkedIn, ne sait pas différencier un bon contenu d'un mauvais contenu. Mais il a une proxy. C'est est-ce que votre audience, elle aime bien votre contenu? Si votre audience aime bien votre contenu, donc ça veut dire que le contenu il est bon pour votre audience, donc il est bon pour LinkedIn. Donc, ce que LinkedIn fait, c'est la chose suivante. Vous publiez un post. Votre post, il est proposé à 10% de votre audience. 10%. Donc, si vous avez 1000 abonnés, il est proposé à 100 personnes dans votre audience. Si un nombre significatif de ces 100 personnes réagit à votre publication dans la première heure, l'heure qui suit la publication, votre post sera viralisé. Il sera montré à plus de gens dans votre réseau. Si personne n'interagit, votre post va tomber dans les gouffres de LinkedIn. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est écrire pour son audience. Et donc, c'est pas écrire pour vous, c'est écrire pour les gens. Ça veut dire qu'il faut pas poster à 3h du matin parce que personne n'est là. Moi, je suis insomniaque. J'ai un groupe de dirigeants avec lesquels je suis ami qui se sont connectés la nuit et ça m'arrive. Il m'est déjà arrivé de publier le dimanche soir à 1h du matin et de faire un tabac. En fait, ça veut dire très simplement que l'heure de publication ne dépend pas du réseau, mais elle dépend de votre audience. C'est bizarre, c'est un peu ce que j'ai montré tout à l'heure sur la stratégie digitale. Tout dépend de l'audience. En fait, dès qu'on commence à gamberger ça, c'est présent partout. Tout dépend de la compréhension de l'audience. Donc, sur LinkedIn, vous publiez au moment où votre audience est connectée, ça marche. Vous publiez au moment où votre audience n'est pas connectée, vous vous plantez. Et c'est complètement indépendant de la qualité de votre publication. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la publication. OK ? Donc, ça, c'est le premier truc. Ça, c'est ce que LinkedIn appelle la vélocité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on me demande tout le temps, c'est est-ce que je dois accepter tout le monde sur LinkedIn ou pas? En fait, ça, c'est la deuxième chose qui est très importante. Ça dépend de votre utilisation de LinkedIn. Pourquoi vous utilisez LinkedIn? Je prends mon exemple. Moi, j'utilise LinkedIn comme un média. Parce que ce que je veux faire, c'est aider le plus de gens possible à utiliser le digital, aider le plus de gens possible à comprendre ce que c'est, le plus d'entreprises possible à s'en emparer. Donc moi, j'utilise LinkedIn comme un média. Je publie énormément de choses gratuites sur LinkedIn pour que les gens les lisent et découvrent des choses. Ok ? Je fais une revue de presse, je fais ce genre de choses. Moi, comme je l'utilise comme un média, je publie des contenus et j'utilise LinkedIn pour propager ces contenus. Mais si je cherchais un job
je produirais pas les mêmes types de contenus. Si je voulais recruter, je produirais pas les mêmes types de contenus. Si, en fonction de l'utilisation de LinkedIn, vous allez en avoir une utilisation différente parce que votre objectif est différent. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire, après avoir compris la vélocité, c'est répondre à une question simple, c'est pourquoi j'utilise LinkedIn? Pour trouver un stage, pour trouver un job, pour recruter, pour faire connaître ma marque, donc du brand awareness, pour vendre mes bouquins, pour trouver les bonnes connaissances, pourquoi j'utilise LinkedIn? Quelle est la raison de mon utilisation de LinkedIn? Et en fonction de la raison d'utilisation de LinkedIn, vous allez comprendre ce qu'on appelle le voice, c'est-à-dire votre ligne éditoriale sur LinkedIn. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il semble que l'algorithme ait changé. L'algorithme était limitatif il y a encore quelques mois, quelques années. C'est-à-dire que quand on produisait un premier contenu sur LinkedIn, donc un post, lorsqu'on en publiait un deuxième, ça limitait la propagation du premier. Et un troisième, ça tuait les posts. Il semble que LinkedIn adapte d'autres stratégies. Il semble qu'aujourd'hui, ce soit plus limitatif de produire plusieurs posts par jour. Moi, par exemple, je publie 3 fois par jour sur LinkedIn. Et donc, il y a une règle qui semble de plus en plus claire sur LinkedIn. Ça peut changer, parce qu'on est des OS, je le répète, c'est LinkedIn qui décide, mais ça peut changer. Mais globalement, il semble qu'il y ait une corrélation entre le nombre de personnes qui aillent sur vos posts et le nombre de fois où vous publiez en moyenne par semaine. Voilà. Donc ça, c'est le troisième point. Donc, il faut publier régulièrement. Plutôt des posts de qualité. Posts de qualité, ça veut dire quoi? Des posts qui sont perçus comme étant des posts de qualité par votre audience. C'est pas de la qualité intrinsèque. Quatrième point, il y a plusieurs types de publications possibles sur LinkedIn. On peut publier des posts, on peut publier des photos, des vidéos, des sondages, ce genre de choses. Aujourd'hui, LinkedIn booste beaucoup les sondages. C'est un contenu complètement inintéressant, mais LinkedIn les pousse. Ce qu'on recommande en général, c'est de varier les contenus. C'est de faire du texte ou du texte avec une image ou ensuite des slideshows. Donc, vous uploadez un PDF, un document. Et donc, de varier les contenus parce que ça vous permet de toucher des audiences différentes et des gens qui viendront s'abonner à vous. Si vous cherchez à avoir beaucoup d'abonnés, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Ensuite, c'est la question, j'ai pas répondu. C'était, est-ce qu'il faut accepter tout le monde? Alors, ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes un expert et que vous utilisez LinkedIn pour entrer en relation avec les experts, vous allez fermer votre réseau. Vous n'allez accepter dans votre réseau que des gens avec lesquels vous partagez une expertise. Moi, j'ai un ami qui est géologue, qui travaille dans les mines. Il y a que des gens qui travaillent dans les mines. Donc, il a un tout petit réseau, mais son réseau est extrêmement dense par rapport à ce qu'il veut faire. Si vous voulez communiquer avec les gens ou l'utiliser comme un média, comme moi, moi, je prends la plupart des gens qui sont intéressés par le digital. Donc, les gens ils m'envoient une invitation en me disant, je suis passionné de digital, je suis vos émissions, ça me plaît. Et je les accepte, en fait. Et j'accepte des gens qui font des choses très, très différentes parce que le digital est complètement transverse. Donc, c'est pour le plaisir, en fait. Si votre but, c'est de chercher un job, là, vous allez maximiser les recruteurs. Mais rappelez-vous d'un truc. C'est la diffusion de vos contenus. Si LinkedIn n'envoie vos posts qu'à 10% de votre audience, si vous avez 1000 abonnés ou 10 000 abonnés, ça change tout. Parce que si vous avez 1000 abonnés, LinkedIn envoie votre post à 100 personnes pour tester votre post la première heure. Mais si vous en avez 10 000, il l'envoie à 1000. Donc, si votre but, c'est de tester de la connaissance ou d'être connu ou de montrer votre expertise, il vaut mieux avoir beaucoup de monde. Compris. Mais si dans tous les abonnés que vous avez, là c'est pour contrebalancer, si dans tous les abonnés que vous avez, il y en a très peu qui sont engagés, ces gens, ils tuent votre réseau. Parce que vous avez 10 000 abonnés, mais donc LinkedIn teste votre audience avec votre post pour 1000 personnes. Mais si dans les 1000, il y en a que 2 ou 3 qui se connectent tous les jours à LinkedIn, vous avez tué votre réseau. Alors, message personnel à mon réseau LinkedIn. Je poste les épisodes de la colle en général tous les vendredis matins. Normalement, il sort à 7h. L'épisode est diffusé à 7h le vendredi matin et je poste sur LinkedIn à la pause déj parce que je prends 5 minutes pour essayer de poster sur LinkedIn. Donc, restez connectés le vendredi. Mais oui, restez connectés. Venez écouter. Alors, tu vois, là, il y a un truc, c'est, il y a plein de gens qui ont pas bien compris LinkedIn, en fait, encore, mais c'est normal, il y a un apprentissage, c'est normal, et qui pensent qu'en fait,
LinkedIn, comme c'est un réseau professionnel, c'est le réseau des gens qui travaillent, donc il faut poster aux heures de travail. Et en fait, c'est le contraire. Il faut pas poster parce que c'est un réseau professionnel, donc aux heures de travail parce que c'est un réseau professionnel. Il faut poster en fonction des gens qui vous suivent et ce qu'ils font de leur journée. Mais tu sais que c'est loin d'être con ce que tu dis, parce que moi je suis sur LinkedIn en dehors de mes heures de travail. Entre midi et 2 ? Bah oui. Et c'est pour ça que mon émission, c'est le mardi et le jeudi de 12h30 à 13h30. C'est le moment où on fait la pause. On se prend tous un café et on se passe 1 heure ensemble. C'est 1 heure pour nous et on parle de digital pendant 1 heure. Et pourtant, c'est sur LinkedIn. Donc en fait, ce que je fais, c'est exactement ce qui est déconseillé sur plein de sites web où on dit qu'il faut être au moment des heures de travail parce que c'est un réseau professionnel. Mais en fait, non, il faut le faire en fonction de votre audience. Et si votre audience, elle se connecte le jeudi soir à minuit, bah, il faut poster le jeudi soir à minuit. Je peux te prendre 5 minutes encore ? Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Pourquoi qu'est-ce qui explique le phénomène TikTok, à ton avis ? Bon, l'algorithme est extrêmement addictif. Ah mais moi je suis d'abord, à fond, en fait, c'est un algorithme qui fonctionne tout seul et qui se calibre tout seul. Donc, c'est extrêmement addictif. C'est une réalité. TikTok, ça s'arrête jamais. Alors, je vais prendre une image, mais tu vas voir ensuite. Il y a 20 ans, un jeu vidéo, c'était quoi ? On faisait des parties. On faisait des parties de jeux vidéo. Ouais. On se connectait à un jeu vidéo, on faisait une partie. 2 parties, 15 parties, 100 parties. On jouait à Mario, on faisait une partie. Ok. Quand World of Warcraft est arrivé, ça a tué le monde du gaming. Pourquoi ? Parce que World of Warcraft, c'était un monde persistant. On faisait plus de parties. Ça existait tout le temps. Il n'y avait plus de limitation. On se connectait, on jouait. Quand on mourait, on allait chercher nos affaires et on pouvait jouer tout le temps à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Ok ? Quand on est sur Facebook, on scrolle. Puis à un moment, on en a marre. Il y a un moment où Facebook vous dit, voilà, vous êtes à jour. Pareil sur LinkedIn. Donc, il y a un moment où on a fini notre partie. TikTok, ça s'arrête jamais. TikTok, ça s'arrête jamais. TikTok, c'est le mouvement permanent. Ça s'arrête jamais. C'est ce qu'on appelle c'est un tourbillon quantique. Il tourne tout le temps. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Pourquoi ? Parce que c'est construit sur un algo qui est extrêmement addictif, qui est construit pour vous proposer tout le temps des nouveaux contenus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la première chose. Le deuxième élément... Et qui apprend très très vite. Hein. Comment ? L'algorithme de TikTok apprend très très vite. Il se calibre très très rapidement. C'est très puissant. C'est un aspirateur à données personnelles. Moi, je recommande pas d'utiliser TikTok. Ensuite, chacun fait comme il veut. Hein. Mais bon. Mais c'est addictif. Ouais, très. Mais TikTok, gambergeons TikTok et revoyons-nous dans 2 ans sur TikTok. Je pense que les points de vue seront différents dans 2 ans. Après, là où tu as complètement raison, c'est que justement comme l'algorithme, il va très très vite, je pense que mon profilage via TikTok, il doit commencer à être super précis. Ah mais TikTok fait des personas, mais d'une manière extrêmement puissante sur les comportements. Ensuite, TikTok, moi je trouve qu'il y a sur le plan comportemental, il y a de ceux qui produisent en fait sur TikTok, il y a des contenus qui sont infiniment plus liés à l'émotion pure, l'émotion du moment, le fait de danser, du divertissement. On est vraiment énormément dans le contenu émotionnel. Donc le lien émotionnel que les créateurs de contenu produisent sur TikTok vis-à-vis de leur audience est extrêmement fort. Il est beaucoup plus fort que sur les réseaux sociaux où on utilise du texte. Parce que quand on utilise du texte, on fait appel à la partie rationnelle du cerveau. Je lis un post. Hein. Mais par contre, sur TikTok, je lis pas un post. Je ressens une émotion. Et donc, je produis de l'endorphine. Je produis du plaisir. Et si j'ai pas de plaisir, je passe à autre chose jusqu'à ce que j'ai du plaisir. Et ce lien émotionnel est d'autant plus fort que je vais l'utiliser régulièrement. Et donc, les créateurs de contenu sur TikTok ont très vite compris que la nature de l'émotion qui marche bien, c'est l'émotion divertissante, une jeune fille qui va danser, c'est l'émotion forte, par exemple, où je vais faire du saut élastique, c'est le rire avec l'humour, c'est un contenu émotionnel extrêmement fort et qu'on peut voir se répéter à l'envi. J'ai eu du plaisir, je peux en avoir encore. Beaucoup, tout le temps, à n'importe quel moment où je me connecte. Et c'est pas le cas avec Facebook. C'est pas le cas avec LinkedIn, pas du tout. Hein. Mais
C'est aussi un petit peu le cas avec Instagram. Donc, c'est dans cette direction-là que vont ces réseaux-là. C'est-à-dire un pic émotionnel très fort qu'on peut voir se répéter à l'envi, qu'on n'a pas sur les réseaux, qu'on appelle les réseaux vieillissants. Ouais, c'est une analyse super intéressante et j'essaie de projeter ça sur moi. C'est exactement ça en fait. En fait, le truc c'est exactement ça. Mais c'est pour ça que c'est très addictif chez les enfants parce que le cerveau atteint la maturité aux alentours de 20 ans. Donc oui, mais même sur les quinquas, hein. Moi je viens de prendre mes 50 berges là. Bah, je peux te dire que ça marche aussi. Alors, je suis un grand enfant. Je suis pas surpris. Et mais chez les enfants ou les adolescents qui sont en construction de maturité de leur cerveau, où le réseau neuronal est encore en construction, les pics d'hormones sont très forts et donc le lien émotionnel va être lié à cette production hormonale, d'autant plus fort. Alors, je suis désolé, mais j'ai plein de questions à te poser en fait. Mais vas-y. Les digital natives. Ouais. Ils commencent à arriver là très sérieusement dans le monde du travail. À ton avis, c'est une révolution ou c'est juste une évolution? Non, je crois pas trop en fait alors je crois pas trop au concept de digital native parce qu'en fait derrière le concept de digital native, il y a quelque chose qui est sous-entendu qui est de dire comme ils sont nés avec les outils digitaux, ils sont plus adroits. Et moi je forme des gens dans le digital depuis 20 ans. Et je vois des gens qui utilisent Twitter depuis 20 ans et qui sont incapables de faire du business avec Twitter parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marche, en fait. Ouais. En fait, il y a les gens qui vont vers la compréhension de ce qu'ils font et il y a ceux qui n'y vont pas. Revenons en arrière. Il y a des ordinateurs dans les lycées depuis combien de temps et les collèges depuis 20 ans? Mais si on avait ce principe qui était parce que j'ai été acculturé, c'est naturel pour moi, on serait une nation de développeurs. Alors, tout le monde a un téléphone sur lui, tout le monde se divertit avec son téléphone, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens comprennent mieux? Moi, j'ai des gens qui sont venus se former, qui ont 60 ans, qui sont venus se former au digital, qui sont meilleurs, à EM Lyon, hein, qui sont meilleurs que les étudiants que je recrute en master, parce qu'eux, ils n'ont pas compris, et c'est par ça qu'ils viennent parce qu'ils n'ont pas compris. Donc en fait, la question de digital native, si elle est purement sociologique et qu'elle dit ce sont des gens qui sont nés avec les outils digitaux, et c'est tout, ben là, oui. Par contre, si on dit ils sont nés avec les outils digitaux, donc ils sont meilleurs, c'est pas ce que j'observe. Et moi, je pose une question. Alors, je dirige plus le master TDMS. J'ai passé la main cette année, mais je posais une question pour le recrutement qui était quel est votre réseau social préféré? Et quel est votre site web préféré? Putain, mais les réponses que j'ai eues sont hallucinantes. Parce qu'en fait, raconte. Bah, le réseau social préféré, pourquoi? Bah, c'est Instagram. Parce que j'aime bien regarder les photos, ou j'aime bien faire du tourisme, ou j'aime bien voyager, ça me fait voyager. Ouais. Alors que ce que j'aurais aimé qu'ils me disent, c'est Instagram, parce que c'est le réseau qui touche le mieux les gens et que dans les métiers du digital, le but... En fait, quand on demande aux gens ce qu'ils font sur Internet, ils vous répondent comme utilisateurs. Et ça, c'est pas un problème si vous n'êtes pas dans le digital. Par contre, si vous êtes dans le digital et que vous répondez comme utilisateur, c'est que vous faites ce qu'on appelle un effet miroir, c'est que vous croyez que l'utilisateur se comporte comme vous. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Alors ça, on l'a quand on fait des cas, on met un groupe de personnes d'une même entreprise, par exemple, hein, imaginons des managers, 40, 45 ans, d'une entreprise, on leur demande de faire les personas de leur par rapport à une offre. Donc les personas, on leur demande de faire 6-8. Vous avez toujours au moins un persona qui est exactement le groupe que vous avez dans la salle. Toujours. Ah oui. C'est l'effet miroir. Et il y a un moyen très simple de savoir si les personas ont été ratés. C'est hyper simple. Au début, à la fin, quand ils ont fini, s'ils vous disent « Tu vois, Michel, c'est ce qu'on avait dit, j'étais sûr que ça ferait ça », c'est qu'ils se sont plantés. Globalement, dans leur analyse, ils ont mis ce qu'ils pensaient au début. Si vous faites bien les personas, ils sont surprenants. Si vous faites bien les personas, le résultat que vous obtenez, il est un peu étonnant, il y a des choses contre-intuitives, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Si tout se passe comme vous avez prévu dans le digital, c'est que vous vous êtes plantés. Et on se plante tous, il y a aucun problème. Je le répète, il y a aucun problème à être nul. On est tous là pour progresser. Mais c'est exactement l'objet de la colle, c'est de dire, il y a encore tellement de choses à comprendre, tellement de choses à savoir, et on a tous une capacité à s'améliorer qui est conséquente. Et voilà, on est pile poil dans je vais te dire un truc. Je te confie un truc qui est hyper simple. C'est moi, je lis beaucoup. Plus je lis,
moins j'ai l'impression d'en savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez les experts du digital, le syndrome de l'usurpateur, il est extrêmement présent en fait. Il est très fort parce qu'en fait, le digital bouge tellement vite que si on lit pas vraiment beaucoup l'actualité, si on n'essaie pas vraiment de comprendre ce qui se passe, on a toujours l'impression qu'on est un temps en arrière, qu'on n'a pas bien compris ou qu'on pourrait comprendre mieux. Il y a une forme de culpabilité à se dire putain mais je lis pas assez vite en fait, j'avance pas assez. Et c'est le cas par exemple pour les NFT. Il y a plein de gens qui disent putain mais j'arrive pas à comprendre comment ça marche parce que techniquement c'est complexe. En fait dans le principe c'est beaucoup plus simple. Maintenant que j'ai lu un paquet de trucs, dans le principe c'est beaucoup plus simple. Mais cette question de se dire putain mais ça bouge super vite, c'est hyper compliqué, j'ai toujours l'impression d'être un temps en arrière. Il faut accepter ça en fait. Il faut accepter que plus on lit, plus on en apprend, plus on a conscience de ce qu'on sait pas. Et au fur et à mesure où on a conscience de ce qu'on sait pas, eh ben on avance. Et donc pour moi très clairement c'est on règle un problème, je comprends un truc et je passe au suivant. Je comprends un autre truc et je passe au suivant. Et au fur et à mesure on comprend mieux et on comprend mieux ce qu'on lit et on avance et donc c'est un message d'espoir que j'envoie à tes auditeurs qui veulent se lancer dans le digital et qui comprennent rien. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent, ce qui est vraiment important, c'est normal, et avoir conscience qu'on comprend rien, c'est déjà avancer. C'est déjà avoir fait un vrai pas en avant, en fait. On est d'accord. Est-ce que comme moi, tu es persuadé qu'on n'est que au début de la révolution blockchain? Ouais, parce qu'en fait, il nous faut 3 trucs, très clairement. Il nous faut 3 choses qu'on n'a pas. C'est d'abord, il nous faut un environnement où on peut consommer en sécurité et qui est vraiment modéré. On l'a pas en ligne, hein, celui-là. Les plateformes sont pas modérées du tout. C'est un peu le Far West encore. Et on n'est pas en sécurité sur Facebook du tout, hein. Ni sur la plupart des plateformes. Quand je dis en sécurité, c'est on peut se faire hacker son compte, nos données sont captées et tout. Donc c'est la première chose, un environnement dans lequel on peut être en sécurité. C'est ce que nous promettent les majors avec les métaverses, ok ? C'est la première chose. Dans cet environnement, je dois pouvoir être capable d'acheter des biens numériques. Il faut pas trop utiliser le terme bien virtuel parce qu'en fait ils existent vraiment. C'est des biens numériques. Les émotions que vous ressentez en ligne, c'est des vraies émotions. Elles sont pas virtuelles. C'est des vraies émotions. Donc, le deuxième truc, c'est on doit pouvoir acheter des biens uniques en ligne. Ça, c'est les NFT. Pour l'instant, il y a que 5 sortes de NFT, il me semble. Ça va se généraliser. Mais ça, c'est les NFT. Et le troisième truc, c'est la monnaie. Il nous faut une monnaie numérique en ligne sécurisée. Et on l'a pas. Le Bitcoin, c'est pas le cas, en fait. Et tout ça va reposer sur la technologie qui a été créée pour le Bitcoin, en fait. Il y a aussi une autre, c'est la blockchain, en fait. Alors il y a en fait il y a pas une blockchain, il y a des dizaines et des dizaines de blockchains différentes. Donc globalement on a besoin de 3 trucs: un environnement, l'unicité des biens numériques et une monnaie. On n'a aucun des 3. Tant qu'on n'a aucun des 3, on va galérer. Donc mais ça commence. Ça commence. Les NFT, ça commence. C'est le début. La blockchain, putain, c'est extraordinaire, la blockchain. Extraordinaire, jusqu'à ce qu'elle soit hackée. Et donc, c'est extraordinaire et on va continuer à avancer comme ça. Non, honnêtement, pour les gens qui vont commencer à se former, qui veulent apprendre, l'univers, enfin, le monde qui s'offre à nous, il est radieux parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont compétents. Donc, il y a des opportunités de carrière qui sont merveilleuses. Et il faut savoir que pour nous, en tant que consommateurs, les 20 ans qui arrivent là peuvent être géniaux si on arrive à faire suffisamment pression sur les offreurs de services pour qu'ils arrêtent de pomper nos données sans vergogne et qu'on puisse monnayer nous-mêmes nos données personnelles, comme avec Solid ou avec Brave. Il y a d'autres solutions qui vont arriver. Par exemple, pour les mails, il y a ProtonMail, par exemple, qui est très sécurisé. 50 millions d'utilisateurs, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, on est au balbutiement. Il va se passer des choses extraordinaires et il faut que les libertés individuelles soient préservées. Ça, c'est absolument fondamental. Et il faut que les environnements qui vont être créés soient des environnements qui respectent la diversité. Si Facebook crée un métaverse, politiquement, il va être comment ce métaverse ? Ça va être quoi la loi ? C'est quelle loi qui va s'appliquer ? Et puis, votre comportement, est-ce que vous aurez accès à tous au même contenu, même en fonction de vos préférences sexuelles ? Ou en fonction du fait que vous apparteniez à une minorité ethnique ? Et s'il y a un État qui fait pression sur certaines minorités dans le métavers, qu'est-ce qui garantit que l'entreprise qui héberge ce métavers va garantir la liberté de ces individus malgré la pression d'un État ?
Vous voyez, à partir du moment où on va se retrouver avec des entreprises qui sont plus puissantes que les États, qu'est-ce qui va se passer? C'est des vraies questions. Ouais, complètement. Il y a des vrais. Donc, ça veut dire qu'il y a du boulot pour les avocats et les juristes aussi. Hein. Il y a du boulot aussi pour les législateurs. Il y a du boulot pour les chercheurs. En fait, les gros enjeux, ils sont plutôt conceptuels, parce que techniquement, les technologies, elles arrivent là. Mais on a des enjeux conceptuels. La blockchain, la révolution de la blockchain, c'est conceptuel à l'origine. On a des enjeux conceptuels qui sont majeurs. Vous l'avez compris. Jean-Philippe est juste passionnant. Il est en live tous les mardis et tous les jeudis à 12h30 sur LinkedIn. Je peux que vous recommander. Voilà, vous allez vous acheter votre sandwich, vous mettez devant votre ordi. Un café. Oh non, à 12h30, moi je mange. À l'origine, c'était une blague en fait. J'ai mes abonnés LinkedIn qui avaient appelé ça TeamSeat avec un café. Et puis là, ça a plus de nom. C'est l'émission de 12h30 maintenant. Bah, en tout cas, je le recommande. Tu iras sur le podcast à un moment ou un autre ou pas? Non, j'irai pas au podcast. A priori, pas pour l'instant. J'irai pas au podcast. Moi, j'aime bien l'interaction en live. J'aime bien la vidéo. Je diffuse quand j'explique quelque chose ou que je montre quelque chose. Je vais très souvent sur un site web et je le montre en même temps. Mes émissions, on pourrait les diffuser en podcast pur, mais les abonnés perdraient du contenu. Et donc non, je pense et que en je vais plus, enfin. Et ça réagit, hein. C'est-à-dire que les gens qui te regardent sont hyper réactifs. Ouais, ils sont engagés, ouais, ils sont très engagés. Et mais il y a aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que j'ai aucun problème avec le désaccord. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont en ligne et qui sont pas d'accord avec ce que je dis, s'ils l'expliquent de manière sympa et c'est une conversation, qu'ils sont pas d'accord parce que c'est une conversation. Et on discute et il y a aucun problème, et on n'est pas obligé d'être d'accord à la fin, mais on discute et on échange nos arguments et on parle. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on se fait agresser. Mais en ligne, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois sur Twitch, mais autrement, globalement, les gens, ils sont sympas, ils ont envie de discuter en fait, et ils ont envie de discuter parce qu'ils sont d'accord ou parce qu'ils sont pas d'accord, mais c'est un espace de conversation. C'est ce qu'on appelle le web conversationnel en fait. C'est un lieu où on parle, c'est un lieu où on parle de choses où on pourrait pas parler de ces choses-là ailleurs en fait. Et donc on discute tranquillement et on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, mais on passe un bon moment. Le but c'est pas une conférence du tout, c'est on passe un bon moment. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, si vous voulez passer un bon moment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Viendez. On l'a compris, a priori pour te contacter, le plus efficace c'est LinkedIn. Ok, parfait. Alors Jean-Philippe, tu vas pas y couper. Ouais. Les 7 dernières questions rituelles de la colle. Quel est ton mot préféré? Alors, bon, c'est une question hyper compliquée. Je pourrais te dire la passion. Parce qu'en fait, enfin, vous le sentez dans ma façon de parler et les gens qui me suivent le savent. T'es à fond tout le temps. Donc c'est la passion. C'est épuisant. C'est quelque chose. Ça, je pense. Même pour les gens qui vivent avec toi, je pense que c'est épuisant. Ouais, j'ai un peu d'énergie, quoi. Mais mes 3 enfants sont pareils. C'est ma femme qu'il faut. Enfin, c'est ma femme que la vie est dure. Donc la passion, ouais, donc j'ai de l'énergie un petit peu, quoi. Moi, je fais des trucs, genre tape une maison à côté, enfin voilà. Et mais donc la passion, c'est ce qui me ressemblerait le mieux. Mais il y a aussi des mots que j'aime pour leur sonorité ou ce qu'ils ont derrière, comme rocambolesque ou espiègle. Espiègle, ça correspond assez à mon tempérament. Ouais. Et j'aime bien les mots, j'aime bien le rythme des mots, j'aime bien les assonances, j'aime bien ce genre de choses. Mais si on doit garder un mot, on va dire la passion. Ouais, et puis à la lecture de ton bouquin, alors t'en as écrit plusieurs, hein, mais celui-là au moins je peux en parler parce que je l'ai lu. Tu as une belle plume, en tout cas tu as une gentil. Plume qui se lit bien. Alors pour le livre là, ça a été beaucoup de travail parce qu'à l'origine le manuscrit est beaucoup plus important que ça. Mais le défi, c'était de faire un texte compréhensible par tout le monde, donc un texte où je simplifie le plus possible des concepts, tout en gardant la complexité des concepts, et que ce soit lisible en 2 heures. Le but, c'était ça. Ça doit pouvoir être lu en 2 heures, très technique, mais compréhensible par tous. C'était ça l'équilibre. Donc, j'avais un texte qui était beaucoup plus long, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et j'espère que j'y suis arrivé. J'espère que ça t'a plu. Ouais, ça le fait. Et puis, en plus, c'est pas cher. Ouais, je l'ai mis le moins cher possible. Je gagne rien. Il est à prix coûtant, en fait. C'est 4 euros ou 5 euros. 5 euros. Le but, c'était... en fait, le truc est très simple. C'est si je sors un bouquin à 45 euros, il y a que les gens qui aiment le digital qui vont l'acheter. Ouais. Par contre, quelqu'un qui connaît rien en digital, il prendra pas le risque de mettre 45 euros dans un livre en disant je vais lire 2 pages et j'arrête. Par contre, 5 euros, c'est une perte acceptable. C'est un risque que tout le monde peut prendre. Je peux prendre le risque d'acheter 5 euros un livre et s'il me plaît pas, j'ai perdu que 5 euros, c'est pas grave. Donc moi, je gagne rien. Je gagne 22 centimes
avant impôt, avant taxe. Donc, il me reste 3 centimes pour un truc comme ça. Mais c'est prix coûtant, c'est ça l'idée, en fait. Ça paye même pas les clopes. Hein, mais l'idée, c'est tout le monde peut le lire et c'est une perte acceptable. Et si ça vous plaît, eh ben, vous avez fait un pas vers le digital. Et si ça vous plaît pas, au moins maintenant, vous savez pourquoi vous aimez pas le digital. Et puis on attend. Et le livre 2, il arrive quand alors? Ça devait être fin avril. Je pense plutôt que ce sera juin. Parce qu'au début, il devait faire 600 pages. Maintenant, il en fera 800. Donc, c'est l'ordre d'idée. Et il sera aussi très peu cher. Il sera à prix coûtant aussi. Génial. Bah écoute, voilà. Moi, j'attends le livre 2 maintenant avec impatience. Le mot que tu détestes. Bon, il y a un truc que je dis souvent, c'est si tu veux faire un truc, fais-le. Donc, je vais te dire comme mot que je déteste, je vais te dire procrastination. D'accord. Procrastination. Ouais, c'est en plus c'est dur à dire. Si tu veux faire quelque chose, il faut le faire. Il faut pas trop écouter les conseils, il faut les écouter un peu, mais on veut faire quelque chose, il faut le faire. Autrement, on le fait jamais. Donc, il faut le faire. Donc, il faut pas commencer à se dire, je le fais pas tout de suite, je vais attendre un peu parce qu'il y a telle condition ou telle condition. On se mettra toujours des conditions sur le dos pour pas faire les choses qu'on veut faire. Tu veux faire quelque chose, tu le fais. T'as un petit côté Gary Vaynerchuk, non? Ah ouais? Ah mais carrément. C'est-à-dire que il a créé je sais pas combien de boîtes. Ouais, mais tu vois, dans l'énergie, dans le alors je vais être volontairement vulgaire, mais vas-y, sors-toi les doigts et fais quoi. C'est vrai? Ouais, complètement. Je sais pas, tu vois, moi ça m'évoquait ça quand je t'entendais parler. Et dans ma bouche, c'est un vrai compliment. Hein. Mais le mec est très réputé. Hein. Alors moi, j'ai jamais vu de vidéo. Je vois ça, je vois à quoi il ressemble. Ah mais le mec est très très réputé. Je vais aller voir. Je te le conseille. Où tu te prends une des conférences. Il en fait plein. Et puis alors justement lui sur la stratégie de contenu et la stratégie de cascade du contenu. Enfin, il est super fort déjà. Ça c'est une chose. Mais même sur les messages véhiculés. Enfin voilà, c'est tu veux te prendre une dose d'adrénaline quand t'es entrepreneur, tu te prends ça pendant 1 heure et c'est bon, tu redécolles quoi. Et tu vois, j'ai un peu ce si t'as un lien à me conseiller, une conférence spécifique, envoie-moi le lien par LinkedIn et je vais aller voir. Ce sera avec plaisir. Écoute, je vais en chercher un, je le mettrai aussi dans la description du podcast comme ça. Ouais. Je vais aller voir. Ça marche. Le son ou le bruit que tu aimes? Alors ça, c'est très facile, c'est la pluie. Moi, j'ai grandi en Normandie et il pleut, il fait beau 40 jours par an. Hein. Non mais c'est une réalité. Hein. Il y a Orelsan dans une chanson qui dit ça, mais c'est une réalité. Il fait beau 40 jours par an, il pleut tous les jours. Et moi, j'aime le bruit de la pluie en fait. Et j'aime le son de la pluie quand la pluie est battante contre les volets. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est mon son préféré, vraiment. Ok. Le son ou le bruit que tu détestes? Les voitures dans les bouchons. Ouais. Mais ça, je pense, c'est universel. Tout le monde trouve ça insupportable, en fait. Et voilà, les bruits de voiture dans les bouchons, les gens qui s'énervent comme ça dans les bouchons, on est tous bloqués. Hein. Voilà. Ouais. Alors tu vois, dans mes, alors ça c'est très personnel, mais dans mes meilleurs souvenirs, il y a resté coincé avec mes parents sous le tunnel du Fourvière. C'est une merveille. Ben ça a été un bon moment. C'est vrai? C'est un moment dont je me rappelle, tu vois, alors que je devais avoir 10 ans. Hein. Mais bon, mais on allait en vacances, tout allait bien, et puis voilà. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Bon, zéro sexiste dans ce que je vais dire, mais il y a quelque chose que je dis souvent, c'est putain fais-le. C'est un peu pareil que ce que je disais avant. Je disais putain fais-le. Moi, j'ai des étudiants qui me disent ouais, je voudrais monter une boîte, mais avant, je vais essayer de travailler dans une entreprise pour avoir de l'expérience. Je leur dis non, putain fais-le. Non. Tu vas pas apprendre les mêmes choses. Mes étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, en fait, on se tutoie. Avant, on se tutoie pas, mais j'ai des étudiants qui rentrent dans une entreprise ou qui font du conseil pour monter une boîte après. Ils vont pas apprendre les mêmes choses. Et j'ai des gens qui me disent, je voudrais écrire un livre, mais je vais attendre un peu ou non, putain, fais-le. Et c'est vrai que je le dis souvent. Et il y a zéro sexisme. Bon, moi, j'ai grandi en Normandie. En Normandie, l'insulte, c'est putain. Le juron, c'est pas une insulte, même pas en Normandie, mais en Normandie, là où j'ai grandi au fin fond de la campagne. Hein. C'est le juron, c'est putain. Et donc oui, putain, fais-le, ouais, ça va être ça. Ouais. Je crois que c'est ce que je dis le plus, je pense, quand je jure, c'est ça. Ben tu vois, je pense qu'on prodigue les mêmes conseils à nos étudiants respectifs. Faites les choses, ne repoussez pas, faites-les. Et si vous vous plantez, vous aurez déjà appris des trucs. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée. Alors, il y a un poète qui s'appelle John Donne et qui a écrit « Aucun homme n'est une île ».
Et j'avais utilisé cette citation au tout début de ma thèse. Et en fait, je pense profondément à ça. Aucun homme n'est une île. Et donc c'est un truc genre le XVIe siècle, hein, quelque chose comme ça. Et John Donne, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, l'humanité, tous les individus qui appartiennent à l'humanité sont d'une certaine manière reliés. En fait, tout le mal qu'on fait à l'humanité, on le fait à l'intégralité de l'humanité. On n'est pas isolé. Et pourtant, moi, j'ai plutôt un tempérament solitaire. Hein. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais moi, j'ai un tempérament solitaire et je travaille beaucoup avec les gens. C'est les deux. Hein. Bah, on est tous complexes, hein, en fait. Hein. Et mais très clairement, quand on fait les choses, on les fait avec les gens et on n'arrive à rien tout seul. C'est avec les gens qu'on arrive à faire des choses. Et donc, on n'est pas isolé, même si on va travailler seul, même si on écrit seul. C'est une réalité, ça. On écrit seul. Moi, j'écris seul. Mais mes textes, ils auraient aucun sens si j'avais pas des gens en qui j'ai confiance, qui me relisent et qui me disent, là, t'as fait de la merde. Là, c'est bien. Là, j'ai pas bien compris, explique-le mieux. Enfin, on est avec les gens. Et donc, je pense qu'on n'arrive à rien tout seul. Ça pourrait être la deuxième, tiens, c'est un truc que je dis souvent. On n'arrive à rien tout seul, mais je vais te donner la citation de John Donne. Aucun homme n'est une île. Ok, je prends, c'est beau et poétique. J'adore la poésie. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Same player, shoot again. Déjà, ça fait joueur de flipper, mais bien. Mais c'est ton passé de gamer aussi. C'est ton passé de gamer. Puis je m'entends bien avec beaucoup de gamers. Enfin, et puis il y a beaucoup de développeurs. Bon, j'ai des affinités avec les développeurs. Il y a beaucoup de développeurs qui sont venus au développement par le jeu vidéo. Ouais, donc same player, shoot again, ça me va bien. Et puis c'est dans la droite ligne de tout ce qu'on s'est dit jusque-là. Donc j'espère que tu vas trouver une cohérence dans mes propos. Si tu m'appelles demain pour me dire je viens de réécouter le podcast, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. C'est de la merde. Qu'est-ce que tu racontes TeamSeat, c'est de la merde. Ça me fera mal au cœur. Non, mais pas du tout. Justement, je pense qu'il y a une vraie cohérence à tout ça. Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que au départ. Justement aussi à la lecture, ça secoue un petit peu, tu vois. Et encore, moi, je suis vraiment pas un académique pur jus, hein, donc voilà. Mais j'étais biberonné pendant mes études, pendant mon MBA, etc. On m'a biberonné au porteur, etc., etc. Et donc quand tu bouscules un petit peu tout ça, au départ ça gratte un petit peu, hein, donc voilà, il faut se mettre dans la dynamique, mais au final c'est tellement frapper au coin du bon sens et avoir conscience de cette évolution là. Enfin voilà, je pense que c'est super intéressant. Et de manière générale, je pense que voilà, t'écouter, échanger avec toi, c'est avancer. Donc voilà, une fois de plus, je recommande, abonnez-vous à Jean-Philippe sur TeamSeat, sur Jean-Philippe sur LinkedIn, sur Discord, sur Twitch, etc. Suivez ses lives, vous en sortirez moins con, et ça c'est toujours un bienfait pour l'humanité. Je sais pas pourquoi mais vraiment, parce que je pense qu'il y a c'est exactement ce que tu disais, on est que au tout début. Que au tout début. Alors il y a des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention, on est d'accord, mais le champ des possibles, il est si énorme. Vous voulez mieux comprendre le monde autour de vous, informez-vous. Voilà. Et lisez des bouquins. Et lisez, absolument. Jean-Philippe, un grand merci. Je mettrai tous les liens dans la description, et puis on se retrouve très vite. Merci pour ton accueil. Ça a été un grand plaisir de passer 1 heure et demie avec toi. Un grand plaisir. Super. Excellente journée à tous. Bye bye Jean-Philippe. Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.